Bonjour, chers téléspectateurs de Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Bonjour également à toute la grande communauté des followers sur nos différentes plateformes. Et bienvenue à cette autre séquence consacrée à votre programme quotidien. Il s'agit bien sûr de la quotidienne du lundi au vendredi sur les antennes de cette chaîne panafricaine. Et aujourd'hui, donc, encore l'actualité qui fait donc des ébats, notamment au Cameroun, avec la pénurie de carburant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Y a-t-il vraiment une vraie pénurie du carburant dans le pays 237, ou alors des personnes malencontreuses et surtout mal intentionnées sont à la manœuvre pour ternir l'image de ce magnifique et beau pays de l'Afrique centrale. Nous en parlons dans le cadre du sujet d'accueil dans cette édition. Et puis en sujet principal, nous allons aller, je veux le dire, du côté du Sahel pour parler de la fin ou du moins de la chute des impositions fiscales. C'est donc la rupture des impositions fiscales avec la France et les pays du Sahel. Et puis, nous sortirons, je crois, par la République centrafricaine où des questions fusent. Il se trouve qu'il y aurait des opérations militaires clandestines qui vont être donc déployées de ce côté-là. Seulement, c'est contre la volonté, ou du moins, sans l'autorisation des autorités centrafricaines. Pourquoi, comment et quand? Nous tenterons de trouver des réponses à ces questions dans cette édition de la quotidienne. Bonjour une fois de plus, chers téléspectateurs, et bonjour à notre panel. Jonathan Batengene est là, c'est le consultant permanent que l'on ne devrait plus normalement présenter, mais les règles de bienséance obligent. Bonjour Jonathan Batengene. Bonjour Madame Dedi, bonjour à tous les panafricanistes qui ce matin nous reçoivent. Bonjour à tous les techniciens, ils sont toujours là, la jeune équipe de Pan-African Media. Elle est toujours aussi dynamique, elle est déployée. On n'a pas que des équipes ici, on a des équipes qui sont déployées sur d'autres cieux actuellement, et certainement les téléspectateurs vont découvrir dans les émissions ultérieures. Nous saluons également les autorités du Cameroun et nous adressons ce coup de gueule à l'égard de Madame la directrice de la SCDP, qui porte une grosse responsabilité dans ce que nous appelons la pénurie. Nous demandons au chef de l'État de regarder ce type de collaborateurs qui ne mesurent parfois pas le poids de certaines décisions et prennent ces décisions sur le coup de certaines orientations managériales ou bien de certains choix managériaux qui ne prennent pas en compte la souveraineté de notre pays. Donc, nous interpellons le chef de l'État pour que ce type de responsable, et actuellement c'est dans presque tous les secteurs, nous avons parlé ici du commerce, du domaine du ministère du Commerce, qui lui également pose un gros problème. Nous allons également indexer d'autres secteurs, notamment l'agriculture, l'élevage. C'est des secteurs de souveraineté qui malheureusement aujourd'hui n'arrivent pas à apporter les fruits que nous espérions au début de cette mandature. Nous interpellons encore le chef de l'État et nous savons que le patriarche président saura trouver des aménagements dans cet entourage qui n'est donc pas finalement au niveau de ce qu'attendent les Camerounais. Merci, Monsieur Batengene, pour ce premier jet de parole. Simon, bonjour. Bonjour, Madame Linda. C'est un plaisir encore de me retrouver avec les jeunes Batengene qui se bat vraiment pour être à la hauteur de tous les panafricanistes qui ont depuis le début sont manifestés pour libérer l'Afrique. Je voudrais dire bonjour à tous les panafricanistes du monde entier, les techniciens grâce à qui nous sommes vus à l'extérieur et connus du monde entier.
et particulièrement à vous, la journaliste émérite, qui fait beaucoup d'efforts pour que le monde entier comprenne la voix de l'Afrique enfin. Je voudrais compléter ce que mon fils Batengene vient de dire tout à l'heure. Je pense que quand il se met à citer la SDP, citer des ministres, tout ça, ça me fait rigoler parce que c'est tout le gouvernement qui est dans un désordre. Le secteur de la route, le secteur de l'énergie, tous les secteurs sont dans la merde. Il est temps qu'on revoie l'histoire. Parce que quand on parle de SDP, je voudrais donner une information que beaucoup de gens ne savent pas. Le gouvernement a réussi à concentrer toute l'histoire du pétrole à Yaoundé. De sorte que ce sont les fonctionnaires qui décident. La SDP n'a que des stocks. Si on ne décide pas de commander, elle ne reçoit pas de carburant. Donc, je voulais attirer l'attention de Batengene sur cet aspect-là. Je le dis parce que je suis avec les traders, les distributeurs de carburant. Là, cette pauvre dame n'a rien à voir. Elle n'a que des endroits de stockage. Yaoundé, les gens ont fait en sorte que... C'est une exécutante, alors. Voilà, c'est une exécutante. Les gens ont fait en sorte que quand tu viens, tu peux commander le carburant. Il faut que le ministère décide la quantité que tu vas commander. On distribue à tous les marketeurs qui distribuent. C'est pas normal. Il faut libéraliser. C'est pas normal. Il faudrait que les gens aient cette information. Quand je sors de là maintenant, vraiment, je voudrais donner une information très importante. Il y a un ami, un très grand ami qui vient d'être élu, le président de l'Ordre des médecins du Cameroun, le docteur Fonkwa, de Edimed. C'est un monsieur avec qui on a fait beaucoup de choses. Il vient d'être élu comme le président de l'Ordre des médecins du Cameroun. Je profite ici pour lui dire félicitations et bravo pour ce travail parce que c'est un très grand travailleur. Je connais particulièrement depuis au moins 25 ans. C'est un monsieur qui se sacrifie pour ce pays. Au sortir de cette histoire, je voudrais donner une autre information très importante. D'accord. Le Cameroun est aujourd'hui confronté à un problème dans le Nozo. Je voudrais encore attirer l'attention du gouvernement camerounais. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur un plateau. Ce problème du Nozo, ce ne sont pas les Camerounais qui sont en train de tuer les Camerounais. Il y a des lobbies occidentaux qui ont promis aux gens une république du Biafra. Et les gens, les Nigériens qui étaient au Cameroun, à cause de la corruption, on leur a fait des cas d'identité camerounais. Ils arment, ils tuent les Camerounais, ils brûlent les écoles, ils brûlent. J'ai dit, le gouvernement n'a qu'à mettre en place une commission pour voir ça. Ils vont se rendre compte que ce ne sont pas les Camerounais. Je ne vois pas un Camerounais qui veut être chef d'État demain d'une région, aller brûler les écoles, empêcher les enfants de fréquenter. On a promis aux gens de faire une république du Biafra. Les gens du Nigeria, ils sont financés par des lobbies qui financent leurs patriotes qui étaient au Cameroun, qui ont vu la carte d'identité camerounaise et qui font des assassinats. Quand ils enlèvent des gens, on les amène au Nigeria. Quand tu payes l'argent, on les libère. Vérifiez, vous allez vous rendre compte. C'est vrai, il peut y avoir des groupuscules de gens au Cameroun qui le font, mais ils profitent seulement d'une occasion. Il faudrait que l'État fasse tout pour mettre un terme à ça. Parce que ce sont nos frères qui meurent. Nos frères militaires, policiers et tout, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc, il faut qu'on revoie cette histoire. Je prie l'État d'ouvrir les yeux sur cette histoire et mettre un terme à cette histoire. Alors, Batengene, pour revenir à cette... je ne sais même pas s'il s'agit de pénurie, parce que après investigation menée, il n'y a pas manque de carburant dans les citernes ou encore dans les réserves. Mais le problème se situerait, semble-t-il, au niveau de la gestion et dans, j'ai envie de dire, des clans. Parce que finalement, au Cameroun, tout fonctionne avec les clans. Il ne s'agit effectivement pas d'une pénurie au sens où il manquerait de carburant au Cameroun. Je veux rassurer mon père Simo, effectivement, nous nous sommes renseignés sur la question. La SCDP dispose de réserves assez importantes pour pouvoir approvisionner l'ensemble du pays. Pendant pas une semaine, on nous a garanti que ça pouvait se faire sur 3 mois et qu'il y a encore des stocks de souveraineté qui peuvent être mobilisés dans des cas exceptionnels. Mais là, ce n'est pas le problème. Le problème est ailleurs. C'est un mécanisme qui a été adopté au niveau de la SCDP, c'est-à-dire qu'on change le mécanisme d'approvisionnement des marketeurs. Les marketeurs, c'est les distributeurs. On leur dit, maintenant, vous allez donner du cash, la totalité du cash pour avoir le produit. Alors que dans l'ancien mécanisme, on est passé d'un mécanisme où ils versaient une partie et où ils pouvaient s'approvisionner et puis venir payer. C'était des sortes de crédits fournisseurs. Puis par la suite, le crédit fournisseur a été réduit, c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui était décaissée financièrement et l'autre était reversée au moment après la vente du produit. Donc le mécanisme est en train de totalement changer. Et c'est parce que ce mécanisme a été totalement changé de manière brusque que la majorité des marketeurs, et vous allez remarquer qu'il n'y a que les plus gros marketeurs qui
qui réussissent à avoir le fuel chez eux, tandis que les plus petits marketeurs, eux carrément, ils sont dans une situation. Malheureusement, pour des défauts de publicité, on aurait pu citer certaines stations-service. Tout à fait. Vous allez voir les plus gros marketeurs, ils ont du carburant. Pendant cette période, ils se sont fait du beurre. Eux, ils avaient du carburant parce qu'ils ont les moyens financiers. Et vous allez comprendre un peu pourquoi est-ce que nous soupçonnons qu'il s'agit d'une manœuvre de cette dame, Madame Mwampea, manœuvre de cette dame, de se rapprocher d'un ensemble de réseaux qui actuellement sont en train de travailler à la surenchère de la vie au Cameroun. Pourquoi? Parce que éliminer les petits marketeurs, c'est tuer la politique d'essaimage de l'entrepreneuriat camerounais dans le secteur des hydrocarbures. Vous savez que ça a été une politique du chef de l'État qui voulait fabriquer une classe de marketeurs camerounais qui devait faire concurrence au monopole qui avant était détenu par les compagnies françaises. Aujourd'hui, avec ce mécanisme qui est inventé, quand vous regardez, c'est un mécanisme commercial qui crée une préférence et qui vise à éliminer ces nouveaux marketeurs. Parce que ces marketeurs sont tous arrivés avec les facilités qui étaient les leurs. Je veux prendre, par exemple, il y a, sans leur faire la publicité, les stations bleues. Oui, je vois. C'est Net Oil, je crois bien. Je crois que ce sont nos frères de l'Oustre Mungo qui en sont justement les propriétaires. Il a été stagiaire, ce monsieur. Il a été stagiaire à la SCDP. Et à la SCDP, grâce au mécanisme que nous décrivions, le mécanisme du fournisseur qui peut travailler à crédit, il a réussi à rentrer dans le marché du pétrole. Aujourd'hui, il est l'un des plus gros transporteurs de pétrole et l'un des marketeurs les plus importants camerounais. C'est un mécanisme qui a permis aux Camerounais de devenir des hommes d'affaires dans le domaine du pétrole. En rétablissant cette situation, cette dame, elle est en train de vouloir exclure les Camerounais. C'est une mesure en plus qui vise à encourager la montée de l'inflation et à créer une atmosphère délétère dans le climat social. Parce que regardez ce qui se passe ces derniers jours. Oui. Les transports ont pris une envolée. Le prix du transport a pris une envolée. C'était justement l'objet de la prochaine question. Tout à fait. Que je vais poser d'abord à Simon. Tout à fait. Et puis par la suite, vous allez apporter votre grand là-dessus. Alors, parce que si nous partons sur le fait de la définition de pénurie, c'est le manque de quelque chose qui est nécessaire. Donc, ça veut dire qu'en français facile, quand il y a pénurie, il n'y a même pas une goutte de carburant. Mais Batengene vient de nous expliquer en fait le pourquoi de la situation actuelle. Alors, est-ce que le carburant devrait impacter sur le panier de la ménagère? Je vous prends un exemple. Il le disait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a eu augmentation du prix du carburant? Non. Il y a une pseudo-pénurie de carburant, mais je vous assure, en 24 heures, il y a eu des augmentations de 200, 300, voire même 500 francs sur le tarif et des mototaxis et des taxis pour les mêmes distances. Dans ce cas-là, qui paie la facture? Pareil au niveau du panier de la ménagère. Un produit alimentaire qui coûtait 1300 francs, en 24 heures, coûte 1700, 1650 francs. Le carburant dans tout ça, c'est quoi sa part de responsabilité, Simon? Je voudrais, avant de répondre à votre question, vous donner les 10 meilleurs marketeurs du Cameroun. Parce qu'il faudrait qu'on le sache. Parce que quand on dit que la STD pas le pétrole et que les grands marketeurs ont le pétrole, je voudrais qu'on se rappelle que les premiers marketeurs camerounais, c'est Total. Je peux donner même le poids de ce qu'ils font au Cameroun. J'ai toute la liste. Je suis dans cette histoire. Parce que quand je parle... C'était pour ne pas leur faire de publicité. On a dit que c'était pour les favoriser. Il faut c'était les stations qui avaient les... Monsieur Batengene, il faut informer les Camerounais sur la situation réelle. Voilà. Tradex a le pétrole. Hein? C'est le deuxième marketeur. Et c'est le gouvernement. Je suis entièrement d'accord. Je soutiens. Il y a le troisième qui est Neptune. C'est Camerounais. Je soutiens. Maintenant, le quatrième, c'est Ola. C'est étrangère. Or, on devrait privilégier les entreprises camerounaises. Le cinquième, maintenant, c'est Bocom. Le sixième, je vous dis parce que je suis dans cette histoire. Je suis dans... À l'intérieur du business. Je peux vous donner les nombres de mètres cubes de tonnes qu'ils font chaque année. Donc, je ne le dis pas au hasard. Et pour l'impact
Vous savez, quand les gens savent qu'il y a pénurie de telles choses, ils prévoient que si demain, il n'y en a pas, on est obligé d'aller au champ chercher. Donc, il faut produire ce qui peut nous permettre d'aller chercher. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ne le font pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce que diriger, c'est prévoir, madame. C'est de la mauvaise foi, alors? Mauvaise foi, je ne le dirais pas. Mauvaise foi, c'est parce que si le gouvernement était prévoyant, parce que diriger, c'est prévoir, on ne devrait même jamais parler de pénurie, parce que c'est la première matière première en matière de développement dans un pays. Il n'y a pas de camion, il n'y a pas de transport, ni avion, ni air, ni terre, ni rien du tout. Donc on doit privilégier cette choix. Je suis d'accord qu'il y a des matières de pétrole de souveraineté. Mais comment est-ce que dans un pays, on peut laisser que dans des stations, dans des villages, partout, il manque de carburant et pourtant on a des quantités de souveraineté qui peuvent couvrir pendant 3 mois, comme il le dit. Donc, c'est une question de gestion. Et la mafia est rentrée dans la gestion camerounaise à tous les niveaux. Il faut le dire, sans honte. Donc, les augmentations de prix, tout ce qui se passe, c'est une mafia mise en place, comme il a dit. Mais il faut mettre un thème. Et qui est responsable? C'est pas les wagons qui tirent la locomotive. Il y a une locomotive qui doit tirer les wagons. Et quand les wagons ne fonctionnent pas, on met une autre locomotive au fond qui pousse. Il faut mettre un thème à cette manière de jongler. Non, il ne faut pas couvrir les gens. On est dans un pays où il faut qu'on fasse que tous les Camerounais. Moi, je suis un UPC convaincu. D'accord. J'ai passé tout mon temps à défendre le pays. Donc, je continue à le défendre, même au prix de ma vie. Mais il ne faudrait pas qu'on jongle pour couvrir quelqu'un. Je ne suis pas là pour couvrir. On a tué des Camerounais parce qu'ils ont défendu les terres et tout leur nom. Je continue à le faire, même au prix de ma vie. Voilà. Merci, Simon. Alors, avec vous, Jonathan, c'est vrai que nous savons, la dernière fois, l'on parlait avec Charlie Kenyé, d'avoir déjà géolocalisé ces bandits au col blanc. Alors aujourd'hui, puisque vous la nommez, et lorsque vous la nommez, et vous exposez cette tare qu'elle considère comme étant un fonctionnement normal dans sa tête à elle et dans leur clan à eux, est-ce qu'il n'y a pas une mesure pour frapper ce genre de personnes? Ce n'est que le chef de l'État qui doit prendre des mesures. Vous savez, êtes sûr que le chef de l'État nous entend? Il nous écoute, il nous suit? Il nous suit. Il nous écoute, il nous suit parce que si... Parce que c'est très grave ce si que la dame fait. Si le bir a été enlevé de la sécurité de quelqu'un dont on parlait il y a quelque temps dans le débat panafricaniste, ce n'est pas anodin. Si, c'est très grave ce qu'elle fait, la dame. Si le patron du BI, Eran Moas, a été neutralisé il y a quelque temps, quand je dis neutralisé, c'est pas... Tout à fait. Mais si il y a eu des moyens de pression sur lui. Tout à fait, c'est les débats panafricanistes qui l'ont fait. Donc, ne lésinons pas sur le mérite que nous avons. Mais sauf que ça fait quand même 3 années de suite que la dame se saoule à l'eau de feu. Ma soeur Dédi, tout ceci, pourquoi maintenant? Pourquoi? C'est ça la grande question. Maintenant, il faut toujours avoir dans le curseur le discours de M. Juillet. Juillet dit que le prochain pays où il y aura coup d'État, c'est lequel? Cameroun. Les conditions du coup d'État doivent être réunies. C'est ce à quoi cette endocolona est en train de travailler. Mon père Simon a raison, ils se sont battus, oui, et lui, il a beaucoup de mérite là-dedans. Mais perdre de vue le fait que l'endocolona veut réaliser un agenda, on risque de jouer leur jeu. Et l'agenda de l'endocolona, c'est quoi? C'est de court-circuiter les mécanismes actuels qui, s'ils se poursuivent, tels qu'ils se poursuivent, vont nécessairement aboutir au fait que mon père Simon, leur combat va triompher au Cameroun. Et la meilleure manière de le court-circuiter, c'est quoi? C'est un coup d'État. C'est ce qu'il faut faire. Parce qu'ils se disent une chose, le peuple camerounais tel qu'il est parti, ce peuple sera acquis à un panafricaniste. Or, si ce peuple manifeste son allégeance à un panafricaniste, ou bien son soutien massif à un panafricaniste, ça veut dire qu'il est trop tard. Avant que n'émerge une telle figure, il faut qu'au sommet, on ait assisté à ce qu'ils appellent un changement de régime. Or, un changement de régime, pour eux, c'est suffisant. Regardez comment ils font les loges de George Weah, la nullité. Quelqu'un qui a été médiocre, il a foutu son pays dans la merde. On vous dit non, parce qu'il a donné le pouvoir, il s'est dédouané de tous ses crimes. Mais c'est des conneries. Quelqu'un qu'on avait amené pour réconcilier la jeunesse avec la politique au Libéria à cause de la guerre, cette jeunesse était désintéressée. On manipule un footballeur pour des causes comme ça. Et nous, on nous fait adouber ça en disant c'est la démocratie. Il a laissé le pouvoir. Vraiment, Boakai qui arrive. C'est quoi Boakai?
c'est les lobbies qui vont piller les minerais du Libéria. Alors, l'alternance est vendue en Afrique comme étant un mode qui permet de blanchir un régime. Et ces gens, pourquoi ils veulent, pourquoi ces anciens lieutenants du président Paul Biya, c'est eux qui le font? Pourquoi? Parce qu'ils savent que si un nouveau régime panafricaniste arrive au pouvoir et que ce régime vienne avec son alternative, ce régime devra nécessairement balayer l'état de l'ancien. Et quand on dit balayer, ça veut dire que les fonds qui ont été volés doivent être restitués. Vous avez compris, Madame Dedi. Maintenant, eux, ils se disent une chose. Parce qu'à l'intérieur de l'Ando Colonna, son renouvellement doit se faire sans rupture. C'est ce qu'ils veulent éviter. Une rupture, ils disent, on doit faire un renouvellement qui a l'air d'être un renouvellement cosmétique. Mais dans le fond, c'est la même équipe qui continue. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement relooker cela. Ils ont tenté avec le franquisme. Ça ne prend pas comme il faut. Ils sont en train de tenter maintenant une autre technique. Alain Juppé a dit, faites le coup d'État. Parce que ce qu'Alain Juppé a dit, c'est faites le coup d'État. On met donc en profit toutes les ressources du réseau. On voit donc cette dame, mon père, tu vas beau la cacher. C'est elle qui a pris cette décision. Ça ne la cache pas. Elle a pris ses responsabilités. Donc dans le réseau, elle a déjà une part de responsabilité. D'accord. Au niveau du commerce, le ministre du commerce a joué sa part. Quand on dit résoudre le problème de l'inflation, il dit faites les importations. Depuis quand les importations permettent de résorber véritablement l'inflation dans un pays? Le ministre de l'Agriculture, combien de projets d'amélioration de la compétitivité agricole sont en train d'être plombés ou bien sont toujours stagnants, n'arrivent pas à faire décoller le pays sur le plan agricole? Le ministre de l'Élevage, beaucoup de hauts responsables ont mouillé parce qu'il manque de loyauté. Oui. Non seulement vis-à-vis du chef de l'État, mais il manque aussi de loyauté vis-à-vis du pays. Et ceux-là, nous ne devons pas les dédommager. Je suis conscient, quand mon père dit qu'on devrait toucher le sommet. Et nous demandons au patriarche président, parce que nous lui devons au moins cela, la liberté d'expression panafricaniste. Nous lui disons, patriarche président, il est temps de nettoyer et de nettoyer profondément. 22 ministères avaient été cités pour le scandale de la Covid et de la CAN. Derrière tout le scandale de la CAN, il avait demandé la rouverture de l'enquête de cette enquête. Pour le scandale de la CAN, Madame Dedi, je confirme encore une chose, que les Français sont derrière. L'entreprise qui s'appelle Fayol, c'est l'entreprise qui est au cœur de tout le scandale de la CAN. Mais qui vous a parlé de Fayol? Les opposants camerounais vous parlent de Ngongo, vous parlent... Parce que c'est plus facile entre nous de se bagarrer. Mais le cœur du scandale s'appelle Fayol. Et autour de Fayol, vous avez les interfaces des entreprises qui sont parfois des entreprises écrans, qui cachent derrière... Oui, c'est vrai que nous n'allons pas sortir les entreprises. Je cite cela pourquoi? Pour vous dire que quand vous prenez le scandale de la CAN, 22 ministères impliqués, au cœur, vous avez l'entreprise Fayol. Vous ne comprenez pas que c'est les Français qui sont au cœur des manœuvres actuellement au Cameroun. Vous avez cité mon père Simo, il a cité Total. Oui. Quelle était la station le premier fournisseur, le premier marketeur. Quelle était la station qui avait le plus, qui avait ces stations qui tournaient pendant que les autres étaient au ralenti? Alors la question, la réponse, nous la maîtrisons tous. 6 mots pour sortir, parce qu'il faut le rappeler, c'est un sujet d'accueil, peut-être qui sera traité en sujet principal dans l'une de nos émissions, pourquoi pas l'échiquier peut-être mondial ou en semaine, dans le cadre de la quotidienne. Pour sortir, c'est vrai que les oiseaux de mauvais augure sont connus. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Monsieur Batenguene confirme que le patriarche président nous écoute, sauf que c'est une situation qui perdure et de plus en plus, c'est le Camerounais lambda qui en pâtit. Comme on dit très souvent, lorsque les éléphants dansent, c'est l'herbe qui souffre. Tout à fait. Vous savez, Madame Linda, on peut rattraper le temps perdu, mais il faut arrêter aussi de perdre son temps. Il faudrait que, monsieur, ce que Batenguene dit, il est entièrement, je suis entièrement d'accord. Je ne dis pas le contraire. Mais quand vous avez vu quelqu'un qui vole et que vous ouvrez une enquête, Madame Linda, vous ouvrez une enquête en le laissant en poste. Vous ouvrez une enquête sur quelqu'un que vous avez des preuves qu'il vole. Vous ouvrez une enquête sur quelqu'un qui vole et vous le laissez en poste. Vous pensez qu'il va faire quoi? Il va multiplier le vol. Il va mettre en place des lobbies qui vont le couvrir. C'est pour ça que moi je dis encore une fois,
le président Biya a fait beaucoup pour le Cameroun, surtout en matière de liberté de la presse. C'est reconnu parce que c'est grâce à lui que l'Afrique s'est libérée. On peut tout lui reprocher, mais sur ce côté, il a été positif et je le soutiens de ce côté-là. Mais par contre, sur le plan de la gestion, excusez-moi, le Premier ministre, qui est quelqu'un de très efficace, on n'a jamais entendu son nom dans une quelconque... Est-ce que demander s'il y a un Premier ministre? Voilà. Simplement parce qu'on a mis autour de lui des gens qui l'empêchent de travailler. Parce que si ce monsieur avait la possibilité de mettre hors d'état de nuit des ministres, ils sont plus là. Vous ne pouvez pas reconnaître un bandit, le laisser en poste et dire qu'on envoie une enquête. On le prend, on le met à côté, on met quelqu'un d'autre et on fait une enquête sur lui. La preuve, depuis, il parle de Fayon. Je suis d'accord. Je n'ai rien contre personne. Mais dis encore, le président, connaissant les gens qui ont posé des problèmes, il parle de 22 ministres. Pourquoi ces ministres continuent à être là? Il a exercé. C'est pas normal. Il a dicté leur loi. Cette dame qui est à la SCDP, si c'est avéré, elle ne devrait plus être là. On devait la remplacer même depuis hier. Pourquoi elle est là? C'est ce que nous demandons depuis hier. Quand tu as parlé, écoutez, permette-moi de m'exprimer aussi. Parce que tu m'intéresses, j'oublie le fil de mes... Donc, je veux dire quoi? Quand on s'est rendu compte d'une personne qui détruit, qui veut créer le soulèvement populaire, qui se met avec un lobby pour mettre en place des gens qu'ils veulent, on doit la dégommer rapidement, on ne doit pas attendre. Le président Biya a beaucoup attendu pour les 22 ministres qui ont pillé ce pays. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a qu'on ne cite même pas. Il y a des directeurs de société qui ont fait plus de 15 ans à des postes. Ce n'est pas normal. Et avec ça, vous voulez qu'on vote comment? C'est pour ça que je dis qu'on peut rattraper le temps perdu, mais il faut arrêter de perdre son temps. Et aujourd'hui, quand la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit. Quand la bêtise gouverne, l'intelligence est un délit. Il faut que le président prenne conscience et donne le pouvoir au Premier ministre qui doit exercer, qui doit réprimer tout ce qu'il veut. Parce qu'il est fatigué, c'est normal. Mais il faut qu'il s'entoure de quelqu'un qui a encore les mêmes propres. Et je pense que le Premier ministre est mieux placé pour le faire. S'il avait le pouvoir de chasser cette femme, il le ferait depuis, parce que je connais ce monsieur. Pas que je le connais physiquement, mais sa manière de fonctionner m'a un peu plu. Parce que quand il intervient, vous sentez que c'est quelqu'un qui a envie de travailler, mais il est empêché. Donc, de grâce, qu'on enlève tous ces gens qui nous créent des problèmes. Le ministre du Commerce, parce que moi je suis du Made in Africa. L'importation ne peut pas faire. Regardez comment les supermarchés se développent au Cameroun. Est-ce que c'est pour empêcher les producteurs camerounais de produire? Parce qu'on importe tout de l'extérieur. C'est pas normal. Et le ministre du Commerce regarde, il encourage. On ouvre des supermarchés dans tous les pays avec des produits frélatés. C'est pas normal. Il faut mettre un terme à cette histoire. Et qui peut le faire? C'est pas vous, monsieur Batenguene. C'est pas vous. Il y a un responsable. Le responsable, c'est le chef d'État qui les a nommés. Donc il ne faut pas se lever partir au quartier parce qu'ils ont fait du mal. Le chef d'État doit dire, ça suffit, allez, attendre au quartier et on donne une enquête. On voit qu'ils ont fauté, on les met en prison comme les autres ils sont. Donc voilà la solution du problème. Il n'y a pas d'autre miracle à le faire. Le chef d'État doit prendre ses responsabilités parce que c'est lui qui les nomme, c'est lui qui est le garant, c'est lui qu'on a voté pour gérer ce pays, ce n'est pas un ministre. Donc c'est lui le responsable. Voilà. Merci beaucoup à vous, Batenguene et Simo, pour ces éclaircies dans le cadre de cette pseudo-pénurie de carburant. Ce qu'il faut retenir, il n'y a pas de pénurie de carburant. Il y en a assez pour tout le monde, pour tous les Camerounais, du moins pour des détenteurs soit d'une moto ou encore d'une voiture. Il serait donc grand temps que les criminels périssent ou encore payent de leurs actes. Nous allons marquer le premier arrêt et aller dans les kiosques à journaux dans le cadre de cette quotidienne. Bonjour à tous, bienvenue à la revue de une de ce 11 décembre 2023. À la une, la 64e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest fait parler toute la presse ouest-africaine. Le journal ici Lomé parle donc des modalités pratiques pour le lancement de l'éco au cœur des échanges. Au Niger, la condition de la CEDEAO pour alléger les sanctions sont reprises par le journal La Nouvelle Tribune qui note qu'au niveau de la CEDEAO, les choses semblent bouger. Dans un contexte international évoluant rapidement, le geste
récent posé par les États-Unis envers les autorités de la transition du Niger marque un tournant décisif. Le journal Actu Niger relève également que cette conférence des chefs d'État de la CEDEAO, les sanctions sont maintenues pour le Niger avec de nouvelles conditions pour un éventuel assouplissement. Concernant ces dernières décisions de la CEDEAO sur le Niger, le journal Wakat Sera note qu'en cas de refus par le CNSP d'accepter une transition de courte durée, la CEDEAO devra justement maintenir toutes les sanctions, y compris le recours à la force, et demander à l'Union africaine et à ses partenaires l'application des sanctions multipliées à l'encontre des membres du CNSP et de leurs complices, poursuit le Conseil. Le journal Africa Guinée conclut dans cette lancée en présentant la fin du sommet de la CEDEAO et ce que Tinubu et ses pairs ont décidé. D'autres sujets intéressent également la presse, notamment le journal Sidouaya qui parle donc de Salif Keïta qui exprime son soutien au chef de l'État Ibrahim Traoré. En RD Congo, la Congolite contre Moïse Katumbi, s'exclame le journal Aujourd'hui au Faso, car sinon comment comprendre cette thèse nauseuse qu'on exhibe de temps en temps à RD Congo. La Congolité pour dire qu'il faut avoir ses deux parents congolais pour pouvoir postuler à la magistrature suprême. A-t-on oublié l'ivoirité en Côte d'Ivoire qui a fait des dégâts au propre comme au figuré dans les années 1990 jusqu'en 2000, s'interroge et s'inquiète en même temps le journal. Concernant la lutte contre la corruption, Madagascar reste un mauvais élève en matière selon le journal Tribune de Madagascar pour qui la lutte contre la corruption dans le pays reste encore loin d'être gagnée et les tâches sont encore lourdes bien que tous les organes nécessaires pour intensifier la lutte soient déjà mis en place. Direction Afrique centrale avec le journal Gabon Actu qui parle donc d'importation des véhicules d'occasion qui des ressortissants de la CEMAC, SEAC et autres s'interroge-t-il, mais il ajoute qu'à l'observation et à l'analyse, il y a fort à craindre que le Gabon prête davantage le flanc aux relents xénophobes qui lui sont donc reprochés à tort ou à raison par toutes les forces vives venues d'Afrique et d'ailleurs. Climat politique, indécision et légalisme d'apparence, note le journal Gabon Review, pour qui les craintes d'une restauration de l'ordre ancien trouvent leurs origines dans cette tendance à faire comme si l'on a assisté à un simple remplacement au sommet de l'État. Pourtant, le coup de force du 30 août 2023 avait d'abord pour but de défendre la paix, l'objectif ultime étant des élections transparentes. Terminons par le journal Al-Wida Dutard qui nous apprend qu'Outad, la coalition pour le oui au référendum poursuit sa campagne dans le 9e arrondissement de N'Djamena. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 11 décembre l'an de grâce 2023, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi. De retour sur ce plateau, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, le programme, c'est la quotidienne sur Pan-African Media, du lundi au vendredi, une fois qu'il est 8 heures, heure d'Afrique centrale. Alors, après cette magnifique revue de presse, vous avez du moins la quintessence de l'actualité pour cette journée du 11 décembre 2023. J'en profite d'ailleurs pour souhaiter une très bonne fête nationale à tous les frères burkinabés, même si aujourd'hui la célébration n'y sera pas faite. C'est bien sûr en pensée et surtout sur le champ de bataille que le président Ibrahim Traoré a donc donné son discours à la nation que nous aurons l'occasion de suivre tout à l'heure, du moins un morceau choisi. Place à présent à la République centrafricaine où voilà, l'on voudrait comprendre ce matin, il y a une grosse question qui se pose, comment comprendre les opérations militaires clandestines des États-Unis qui seraient donc en gestation à Bangui. Telle est donc la première thématique principale dans cette édition de la quotidienne. Alors, Batengene, vous aurez eu vent
justement de ces opérations militaires, mais alors taxées de clandestines par les autorités qui disent avoir connaissance de la présence des militaires, mais pas du début ou de la fin des opérations clandestines. Déjà, il faut savoir que les États-Unis n'ont plus officiellement de base militaire en Centrafrique. Ils avaient une base militaire en Centrafrique qui était dans le nord-est. C'était censé être une base à partir de laquelle ils traquent les rebelles de Joseph Kony, de la LRA, Lord Resistance Army. Parce que la LRA avait constitué un gros problème pour les organismes internationaux et les responsables de la LRA étaient réputés être de dangereux criminels et étaient recherchés par les instances internationales. Donc, la LRA était traquée par les États-Unis à partir du Centrafrique. Mais depuis l'arrivée du président Touadéra, depuis 2013 même d'ailleurs, les Américains ont fermé leur base américaine, leur base au Centrafrique. Donc, il n'y a pas de base militaire américaine au Centrafrique. Les États-Unis ont une ambassade. Et les États-Unis ont annoncé au mois de septembre dernier qu'ils vont renforcer leurs effectifs. Ça, c'est officiel parce que ça se fait dans toutes les ambassades. Ils ont dit qu'ils vont renforcer leurs effectifs de la CIA. Quel personnel de la CIA? Personne n'a d'informations plus précises là-dessus. Il faut savoir que la CIA, c'est un laboratoire de désinformation. La CIA, c'est un laboratoire de guerre économique. La CIA, c'est un laboratoire de guerre asymétrique. La CIA, c'est un outil de déstabilisation des États-Unis. Ils ont renforcé leur effectif. Eh bien, vous allez remarquer aussi une autre chose. Au niveau de la RDC, les rebelles et les opposants centrafricains ont créé une chaîne de télévision là-bas. Cette chaîne de télévision n'a qu'une seule responsabilité: saquer et saper les efforts du président Touadéra qui vise à sécuriser son territoire. Je crois que c'est un groupe de médias. Il y a la presse Corbeau News. Corbeau News, eux, ils sont à Bangui. Oui. Mais au niveau de la RDC, c'est une nouvelle chaîne de télévision qui est née ici au milieu de l'année 2023. Et dans cette chaîne de télévision, ils ont recruté un journaliste qui doit être, quand vous regardez le nom, il doit être togolais. Et ils émettent avec comme principal élément saquer le président Touadéra ou ses partenaires. Dans cette chaîne de télé, vous allez voir, il y a des émissions qui sont à décharge contre le président du Rwanda. Ils vont présenter le M23 comme l'outil de Kagame. Ils vont présenter Kagame comme l'homme qui veut piller le Centrafrique. Alors que sur le dossier, je parle ça de sources très introduites, ce qui se dit, la coopération entre Bangui et Kigali est l'une des coopérations les plus exemplaires au sud du Sahara, c'est-à-dire en Afrique. C'est l'une des coopérations les plus exemplaires. Le président Kagame a donné des gages, des garanties de sécurité au président Touadéra et il fait tout pour respecter ces garanties. Il s'en tient uniquement à ces garanties. Il n'est pas intéressé par le trafic de minerais du Centrafrique. Mais ces médias-là font tout. Quand vous regardez donc la corrélation entre la naissance de ces médias et l'arrivée le renforcement des effectifs de la CIA, il y a matière à s'inquiéter. Il faut aussi noter que désormais, c'est depuis la RDC que une action de déstabilisation à l'international contre le Centrafrique est en train d'être faite. Et les États-Unis misent sur une chose, un paramètre. Ce paramètre, c'est lequel? C'est que le président Kagame ayant des troupes en Centrafrique pour la sécurité, pour la sécurisation du Centrafrique, les États-Unis misent sur l'adversité que constitue qui s'est créé à l'est de la RDC entre le Rwanda et la RDC pour renvoyer cette rancœur ou bien cette rengaine au niveau du Centrafrique. Donc, faisant croire à Tshisekedi que son problème, ce n'est plus seulement le Rwanda, c'est aussi le Centrafrique qui est un allié du Rwanda.
Donc, ça fait qu'aujourd'hui, la RDC devient de plus en plus un pays qui nourrit une adversité avec le Centrafrique. Et quand vous regardez le communiqué qui a été produit, le communiqué dit que le C-146 Wolfhound, qui est un avion des forces spéciales américaines, on se pose bien des questions. Est-ce qu'il y a la guerre à Bangui pour qu'un avion des forces spéciales américaines fasse des va-et-vient entre la RDC et Bangui? Il n'y a aucune raison. Mais il faut noter un autre paramètre. La RDC constitue maintenant une menace aussi parce que Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre de la Défense, il est originaire de la province de l'Équateur. Or, la province de l'Équateur, quand vous êtes à Bangui, de l'autre côté de l'Ubangi, vous avez la ville de Zongo, qui est une ville de la province de l'Équateur. Donc, on est dans les fiefs de Jean-Pierre Bemba. Il y a des questions que ça suscite. Est-ce que les États-Unis, aujourd'hui, qui sont en train d'utiliser le ciel du Centrafrique sans l'avis du Centrafrique, les manœuvres se sont déjà passées. Et vous allez voir à quel point c'est dangereux. Parce que pendant que les manœuvres se passent depuis le 4 décembre jusqu'au 9 décembre, les vols ont été enregistrés. Pendant que les manœuvres se passent, Mais justement, vous parlez de ces manœuvres, il s'agit de quoi exactement? Est-ce qu'ils ont tiré sur des Centrafricains? Est-ce qu'ils ont déployé leur matériel? Parce que le dire manœuvre, opération, c'est un peu gros. Ça fait gros français, gros mot. Il s'agit de quoi exactement? C'est le survol du ciel centrafricain par les avions de guerre américains. En quoi est-ce que c'est méchant? En quoi est-ce qu'il faut s'en méfier? Un avion de l'armée, quand il doit opérer, même un avion civil dans votre ciel, il faut l'autorisation de votre autorité aéronautique. Il faut l'autorisation, quand il s'agit d'un avion de guerre, même du ministère de la Défense et parfois même de la présidence de la République. Dans le cas du Centrafrique, les États-Unis n'ont eu aucune de ces autorisations. Ils n'ont même pas daigné informer. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont créé ce qu'on appelle des mesures de diversion dans le langage militaire. Les mesures de diversion, c'est quoi? Ils font filtrer dans les médias qu'il s'agit de fuites qui annoncent des manœuvres qui vont avoir lieu, alors que ces dernières, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dans le cadre d'une diversion, ce qui se passe actuellement doit être très grave, parce qu'on veut diriger le regard de tout le monde ailleurs pendant que l'essentiel est en train d'être fait. Donc pour nous, les États-Unis sont en train de déclarer carrément une guerre au Centrafrique, parce qu'un avion militaire, c'est l'armée qui se déporte, c'est le viol d'un territoire. Le président du Centrafrique, nous depuis hier, c'est la posture que nous avons. Le président du Centrafrique doit prendre la mesure de cette déclaration de guerre des États-Unis. Vous savez, le Centrafrique a ceci de particulier. C'est le Centrafrique qui a inauguré... Parce qu'il y a aussi Simon qui doit interagir sur cette problématique, si on peut le dire ainsi. Alors, comment comprendre que les États-Unis s'invitent dans un pays qui n'est pas le leur et décident de survoler l'espace aérien de ce pays souverain? Madame Linda, ce qui m'amuse, c'est que les avions militaires américains ne sortent pas de terre. Ça traverse des territoires pour atterrir en Centrafrique. Ça n'atterrit pas. Ça quitte la RDC. Ils survolent. Oui. Ils survolent. Permettez qu'ils chutent, permettez qu'ils poursuivent. Je dis encore une fois. Oui. Pour que les avions militaires se retrouvent en Centrafrique, ils ne sortent pas de terre, ils traversent d'autres pays pour aller en Centrafrique. Il faudrait que Batene apprenne à écouter, même si je me suis mal, qu'il souffle. Ouais. Alors, quand il parle, je ne l'interromps pas. Quand c'est l'avion, forcément, c'est en l'air. C'est en l'air. Voilà. Vous verrez par exemple, dans les pays de l'AES, vous verrez rarement des avions qui vont aujourd'hui traverser leurs espaces. Parce qu'ils sont entendus qu'aucun avion ne peut atterrir dans un pays sans quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des complicités autour de la Centrafrique qui laissent faire. Il ne faudrait pas qu'on se... Peut-être aussi de la sous-région. C'est pourquoi on parle de la RDC, parce que tout ça s'est fait entre la RDC et le Centrafrique. Allez-y, Simon. C'est donc je suis en train de dire que il ne faudrait pas qu'on se comporte comme que les avions sortaient de terre. Donc il y a des complicités. Il faut tout faire pour taire ces histoires-là. Et pour ce faire, il faut que le président centrafricain prenne ses responsabilités comme les pays de l'AES ont pris leurs responsabilités. Ils sont mis ensemble pour dire on ne veut plus des bases militaires. Oui. D'où qu'ils viennent. L'Amérique n'a aucun droit d'avenir en Centrafrique faire ce qu'ils veulent. Je suis désolé. Il ne peut pas dire la CIA, la machin, on va renforcer les... Est-ce que ce qu'il faut en Centrafrique, on peut le faire chez eux?
Il faut qu'on arrête cette histoire-là. Pour moi, les Américains doivent même quitter totalement les pays africains. Je ne sais pas ce qu'il faut. Au même titre que la France, mais bien sûr, avec la France. Ils nous ont rien apporté, ils ne vont jamais rien apporter. Je suis désolé. Il faut que le président centrafricain prenne ses responsabilités et dise on ne vous veut pas ici. Il a déjà essayé des accords avec la Russie. Il faut qu'il renforce la coopération avec la Russie pour mettre un terme à toute cette histoire, comme l'AES est en train de le faire. Qu'on arrête de tourner autour du pot. Lui, je suis désolé de dire que lui-même, il est responsable. Il ne peut pas cogner du poing sur la table, il est chez lui. Il ne demande pas le territoire à quelqu'un. Bientôt, vous entendez qu'on a tué des Centrafricains, ce sont nos frères. Moi, ça m'embête. Ouais. Il faut mettre un terme à cette histoire. Le président doit dire, on n'en veut plus. Et qu'on fasse ce qu'on veut, mais on n'en veut plus. Non. Et les pays d'Afrique centrale vont se mettre ensemble un peu pour arrêter cette merde qu'ils sont en train de créer, pour tuer l'exemple du Sahel parle. Ça nous parle. Pourquoi il ne peut pas copier, bon sens? Qu'est-ce qui arrive à nous endocollants là? Après, on va traiter tous les noms d'oiseaux. Je dis encore une fois, Madame Linda, si la démocratie était une bonne chose, les Blancs ne pourraient jamais l'amener en Afrique. Jamais, c'est parce que ça leur permet de faire le bordel, de semer le bordel là où ils sont. Dites tout ce que vous voulez. Dites tout, mais je suis désolé. Et je veux employer même dans autre chose. On nous parle de paradis. Si le paradis existait, tous les peuples là, ils seront au paradis, ils auront fermé la porte. Ils ne devaient pas venir parler du paradis aux Africains. Exactement comme la démocratie. Il faut arrêter cette histoire. Je suis désolé. Tout ce qui est bon, pour eux, ils ne pourront jamais venir en Afrique nous l'implémenter. Ce n'est pas possible. Donc, il faut absolument qu'on mette un terme à cette histoire de démocratie où les bases militaires viennent en Afrique. Non, ce n'est pas possible. Il faut arrêter parce que c'est nous qui payons les pots. Nos frères, nos soeurs, nos familles payent. Notre économie paye. Non, il faut arrêter. C'est pas possible. Il faut qu'on arrête cette histoire. Les présidents africains doivent dire on ne veut plus de bases militaires dans nos pays. S'il faut des bases militaires dans nos pays, il faut qu'on ait des bases militaires également dans leur pays. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de réciprocité. Ils nous apportent quoi? Ils savent faire quoi plus que qui? C'est nous qui avons bâti ces États européens. Ils n'ont rien apporté à l'Afrique. Au contraire. Je voudrais rappeler à tous les Africains qui nous écoutent aujourd'hui, qu'ils sachent que si dans votre langue maternelle, il y a chaussures, il y a marmite, ça veut dire qu'en Afrique, on était développé. On avait les habits, on avait les chaussures, on avait tout. Qu'on arrête de nous prendre pour des idiots. Voilà. Merci beaucoup à vous, Simo. Je tiens à rappeler ici en direct qu'une fois de plus aujourd'hui, nous sommes attaqués. Ce direct a été bloqué sur la plateforme Facebook. Pour ceux qui ne savent pas comment voir un direct qui est bloqué, il suffit de repartir au niveau de l'onglet. Vous verrez que les images sont en retard et la couleur rouge est passée au gris. Donc, le direct est bloqué. Merci donc à toutes les personnes qui sont donc en phase avec nous pour bloquer ces sales manœuvres. Merci, tout au contraire. On va se transformer en influenceur. Hein, Batengene, partager au maximum ce direct. Et aussi, pourquoi pas commenter et apporter donc des commentaires. Alors, Batengene, toujours sur cette question centrafricaine, présence étrangère dans les pays africains, surtout les pays souverains. Simo a soulevé un pan tout à l'heure, l'exemple qui viendrait du Sahel, je n'ai pas envie de dire de l'Afrique de l'Ouest, parce que il y a une série de présidents en Afrique de l'Ouest qui sont des personae non grata pour des panafricanistes très avertis. Alors, parlant justement de la Russie, je pense que le Centrafrique, au risque de me tromper, est le tout premier pays où la Russie a fait ses preuves. Alors, comment comprendre que, après autant d'années, que le Centrafrique se permette encore de jouer aux gentils, à la Caritas, avec des personnes qui, par le passé, leur ont coupé les 4 membres. Le Sahel, c'est hier. Toutes les conventions, l'on a assisté et continue d'assister à des voyages, à des coopérations actées, à un travail qui est fait, des promesses tenues. Mais comment comprendre cela, Batengene? Est-ce que le Sahel parle mieux que le centre? Il n'y a pas... Moi, je n'aime pas les comparaisons. Sahel. Non, c'est une question, c'est pour comprendre. Il y a un panafricanisme qui rentre dans ces comparaisons, c'est tout à fait inutile. Pourquoi? Parce que vous avez 2 espaces avec des histoires particulières. Avec le même partenaire sur le plan sécuritaire.
le même partenaire, mais pas la même chose. C'est pas D'accord. la même chose. C'est pas la même chose. Centrafrique fait l'expérience depuis 1979 de déstabilisation continue. Quand on parle de l'exemple par excellence du chaos installé, c'est le Centrafrique. C'est pas le cas du Mali. Je regrette, c'est pas le cas du Burkina. C'est pas le cas du Niger. Ils ont leur histoire particulière. Donc, parfois, quand nous voulons poser la situation, il faut que les panafricanistes comprennent qu'il y a des réalités qui sont liées à la socio-histoire, liées à l'histoire politique d'un peuple. Et ça laisse émerger des dirigeants particuliers. Donc, pour revenir au cas du Centrafrique, le Centrafrique ne joue pas aux gentils garçons. Le Centrafrique s'est débarrassé de l'impérialisme français. Le Centrafrique l'a réussi. Pour ouvrir la porte aux États-Unis. Le Centrafrique n'a pas ouvert la porte aux États-Unis. Le Centrafrique a expliqué sa position au niveau international. Il faut bien noter une chose. Nous sommes dans le monde multipolaire. Dans le monde multipolaire, le Centrafrique a expliqué aux États-Unis quelle était sa logique désormais. Désormais, il n'y a plus un partenaire privilégié. Il y a un partenariat stratégique avec la Fédération de Russie. Et ce que le Centrafrique a toujours fait. Moi, j'ai été à Bangui pour voir le discours du digne président Faustin-Archange Touadéra face aux diplomates américains où il a répété que le Centrafrique a deux alliés stratégiques pour sa sécurité. C'est la Russie et le Rwanda. Donc, là-dessus, il ne lésine pas. Il le dit. Mais là, les États-Unis disent ceci. Les États-Unis disent, nous comprenons ce discours suivant lequel tu as des partenaires, mais nous voulons être le seul partenaire. C'est le combat des États-Unis. Ils disent, nous allons chasser Wagner, ce qu'ils appellent Wagner. Dans les échanges avec les Centrafricains, qu'est-ce que les Centrafricains disent aux Américains? Ils disent aux États-Unis, nous avons une coopération avec la Fédération de Russie. Nous n'avons pas une coopération avec ce que vous appelez Wagner. C'est un narratif qui appartient à l'État français et nous avons arrêté de coopérer avec l'État français dans beaucoup de domaines à cause de ce narratif. C'est le discours du Centrafrique que nous devons respecter parce que ce discours participe également du discours de libération de l'Afrique. Le deuxième élément, le Centrafrique n'a pas donné son ciel aux États-Unis. Et le Centrafrique n'est pas le seul pays, mon père Simon, je crois que ça, toi-même tu le sais, qui n'est pas le seul pays dont les États-Unis violent le ciel ou le sol. Les États-Unis ont 8 bases en Syrie contre l'avis du gouvernement syrien. Dira-t-on que le gouvernement syrien est trop faible et il a laissé son territoire aux États-Unis? Non. Les États-Unis ont des bases militaires à la lisière de la Russie. Est-ce que c'est parce que la Russie est trop faible? Non. Les États-Unis violent le droit international. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes engagés dans cette lutte pour un monde multipolaire. Parce que les États-Unis ne respectent pas le droit international. C'est le viol du ciel du Centrafrique. Et ça doit être retenu comme tel. Il ne s'agit pas d'une faiblesse que le Centrafrique aurait exercée sur le plan diplomatique. Maintenant, oui, il y a une réponse que le Centrafrique doit apporter. Et c'est pourquoi le partenariat avec la Fédération de Russie doit être activé dans le volet de la sécurité aérienne. Parce que la nouvelle constitution du Centrafrique donne au président les pouvoirs, les pleins pouvoirs pour défendre le sol, le sous-sol et l'espace sous-jacent qui est le ciel. Et actuellement, le Centrafrique n'a jamais fabriqué de S-200, de S-300 qui sont des missiles anti-aériens. Le Centrafrique peut se doter maintenant de défense anti-aérienne. Et avec cette défense anti-aérienne, peut sanctuariser son sol. Un pays ne se dote pas militairement d'un outil pour le plaisir. On se dote d'un outil dans le cadre d'une menace qu'on a découverte. Le Centrafrique n'avait jamais eu comme menace une menace aérienne. La menace que posent les États-Unis actuels impose au Centrafrique donc de monter en puissance. Oui, le président Touadéra va monter en puissance. Et le président Touadéra a toujours été cohérent dans sa posture. Il avait besoin de faire libérer les fonds. Aujourd'hui, il y a les fonds qui désormais sont accessibles pour les Centrafricains. Les Centrafricains vont voir les changements à partir d'avril 2024. C'est dans moins de 5 mois. Pour l'instant, si vous allez à Bangui, il y a quelque chose. Parce que les contacts à Bangui nous disent une chose. Les chantiers ont recommencé. D'ailleurs, la jeune Française, quand elle a constaté que les chantiers ont repris, c'est-à-dire que le gel des avoirs du Centrafrique n'est plus fructueux,
Ils ont commencé une autre campagne. C'est une campagne de dénigrement des investissements qui sont faits en Centrafrique. Cette campagne de dénigrement dit quoi? Cette campagne a été portée par Jeune Afrique et elle dit que le président Touadéra, les marchés de construction qui sont actuellement à Bangui, il les donne simplement aux hommes d'affaires qui sont proches de lui. Alors qu'il s'agit des jeunes hommes d'affaires centrafricains et le président Touadéra fait une préférence nationale dans le cadre de la passation de ces marchés. Il ne s'agit pas des neveux du président, encore moins de ses cousins, il s'agit simplement de jeunes centrafricains qui ont décidé de prendre le train de la libération de leur pays. Le président Touadéra mène la libération dans un contexte particulier. Je répète encore. D'accord. Le grand voisin, l'un des grands voisins du Centrafrique, la RDC, est aujourd'hui sous la botte des États-Unis. Katumbi, c'est les États-Unis. Tshisekedi, c'est les États-Unis. Fayulu, c'est les États-Unis. Mukwege, c'est les États-Unis. Quand les États-Unis utilisent le ciel de RDC pour venir violer le ciel de Centrafrique, ils n'ont pas besoin de l'avis du président Touadéra. Ne lui faisons pas porter le chapeau. Mais n'en demeure que ce soit lui le chef de l'État, M. Batenguene. Il constate comme nous le viol de son ciel. Et si les autorités... Qui n'est pas la première violation quand même. Je répète que selon les autorités centrafricaines, la violation du ciel a commencé le 4 décembre et s'est poursuivie jusqu'au 9 décembre. Il a fallu d'ailleurs un geste de protestation des autorités centrafricaines pour que le 10 décembre, on n'assiste pas à la continuation de ces activités. Et nous, panafricanistes, quand nous sommes au courant de cela, notre rôle, c'est d'apporter le soutien au digne président Faustin Archange Touadéra, parce que c'est ce répondant que nous apportons sur le plan de la presse qui permet de dénoncer ce viol, cette violation du ciel centrafricain par les États-Unis, cette violation du droit international. Merci Batenguene Simo sur cette question. C'est clair que voilà, il faut défendre les intérêts de souveraineté des pays africains, mais comment est-ce possible quand on a l'impression que oui, on vous remet une clé pour ouvrir une porte, mais la clé est tenue par une longue corde? Madame Linda, il faudrait qu'on sache une chose. Moi, je ne parle pas pour plaire ou bien pour nuire. Il faudrait que les gens comprennent que vous ne pouvez pas être dans votre maison. Vous êtes propriétaire de la maison. Les gens viennent, ils violent votre femme. Vous regardez parce qu'il est passé par un voisin, vous allez laisser qu'on fasse ce qu'on veut dans votre maison. Le président Touadéra, il a la responsabilité de gérer son pays. Et quand tu reçois des coups de poing, quand tu cries, c'est pour que les voisins écoutent pour venir te donner un coup pour venir t'aider. Le président Touadéra, il a les Russes sur place. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire avec les Russes pour empêcher les États-Unis de violer le sol, le ciel? Ils sont sérieux. Je dis, ils sont sérieux. Je n'ai rien contre. Je ne veux pas plaire à qui que ce soit. Je suis pour qu'on libère totalement l'Afrique par tous les moyens. Le président Touadéra a tous les moyens. Il a les Russes. On a beau dire Wane ou tout ce que vous voulez comme nom. S'il voit quelqu'un, si tu es un malade, tu as un médecin à côté de toi qui a passé tout son temps à prétendre qu'il va te guérir. S'il ne réussit pas à te guérir, tu as l'obligation de changer ce médecin au risque de mourir. Donc, le président Touadéra doit changer tout ce qui le nuise en Centrafrique parce que c'est lui le responsable. Il doit même couper tous les liens avec la Centrafrique. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas, en Afrique centrale, s'entendre? On me cite des gens qui sont soutenus par les Américains. Il n'y a pas des gens qui sont soutenus par la Russie en RDC. Donc, il n'y a que les Américains. Donc, au Cameroun, il n'y a pas de Russes. Au Tchad, il n'y a pas de Russes. Non, il faut qu'on arrête de lire vraiment, de lire sur le soleil. Parce que le soleil, quand vous lisez sur le soleil, ça vous empêche de lire. Soyons sérieux. Disons-nous qu'il faut qu'on donne des conseils valables aux chefs d'État pour qu'ils comprennent, qu'ils peuvent se mettre ensemble. Parce que seul on est faible, mais ensemble on est fort. Pourquoi il ne peut pas trouver des gens dans ces pays-là qui travaillent avec la Russie pour dire mettons-nous ensemble pour chasser les Américains? Ce n'est pas possible. Les gens l'ont fait au Sahel. On peut aller le faire en Afrique centrale. Qu'est-ce qui nous empêche? Ils violent le ciel de la RDC. Ils viennent en Centrafrique, ils violent le ciel. Donc ils ont cette liberté de faire ce qu'ils veulent. On peut le faire chez eux. Je pense que si les gens peuvent s'entendre, on peut mettre un terme à cette histoire. Je ne dis pas ça pour plaire ou bien pour nuire. Le président centrafricain, c'est un Africain. C'est mon frère. C'est mon petit frère. J'ai le devoir de le soutenir. Mais il faut qu'il comprenne qu'il a des mesures radicales.
On dit une mesure, hein. C'est Oui, vous les mesure Français. radicale. Radicale. Parce que moi, j'ai bac moins 10. Je ne sais pas m'exprimer en français, excusez-moi. Vous êtes quand même ingénieur, mon père. Je préfère être ingénieux. Ingénieur, ça donne quoi? Non, il faut qu'on se dise aux gens ce qu'ils doivent faire pour libérer notre continent. Parce que si la Centrafrique a des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Votre voisin, le feu brûle chez lui. Si vous n'apportez pas un seau d'eau, le feu va vous retrouver. Donc nous avons le devoir de donner des conseils au président centrafricain qui change complètement pour que nous soyons en paix également. Et le Cameroun également doit l'aider à mettre un terme à cette histoire. Parce que si on laisse passer les armes par le Cameroun, demain, les armes vont partir en Centrafrique. Après, quand ils vont régler avec la Centrafrique, ça va rentrer chez nous. Donc on doit se mettre ensemble pour libérer l'Afrique. C'est ça qu'il s'agit. C'est pas compliqué. Alors, c'est pas compliqué. Normalement, on devrait marquer un autre arrêt relatif évidemment à la rédaction centrale pour savoir ce qui fait l'actualité sur le continent africain. Alors, peut-être une dernière prise de parole sur cette position du président Faustin Archange Touadéra, le très grand professeur, le mathématicien, on aime ainsi l'appeler. Mais c'est quoi cette équation états-unienne qui a trop de n inconnus? Batengene. Vous savez, le président Faustin Archange Touadéra devait résoudre l'équation états-unienne. Il avait voulu la résoudre de manière diplomatique, garder les États-Unis dans une posture, dans une perspective de relations diplomatiques. Il a fait des concessions aux États-Unis. Les concessions, c'est par exemple les permis d'exploitation minier qui ont été accordés aux entreprises états-uniennes. C'est les États-Unis qui ont la majorité des permis d'exploitation minière en Centrafrique. Il leur a fait des concessions parce qu'il se disait que la résolution de la question, de la question française ne nécessitait pas d'avoir un deuxième problème états-unien. Il faut noter que l'intérêt des États-Unis dans le cadre de la politique étrangère des États-Unis n'est pas seulement un intérêt du point de vue de la coopération avec la Russie. C'est aussi un intérêt majeur du point de vue stratégique. Pourquoi? Parce que le bassin sédimentaire que vous avez au niveau de la RDC, c'est le même bassin sédimentaire que vous avez en Centrafrique. Ça veut dire que les ressources du sous-sol que vous avez en RDC, vous les avez également en Centrafrique. Si la RDC est un scandale géologique, le Centrafrique également est un scandale géologique. Donc les États-Unis sont conscients de cela et ils se disent une chose: perdre un pays comme le Centrafrique, ou du moins qu'un pays comme le Centrafrique leur échappe, ça peut être le point de départ de quelque chose. Parce que la compétitivité technologique, qui est le centre même, le poumon de l'activité géopolitique des États-Unis actuellement, la compétitivité technologique doit faire en sorte, demande que les États-Unis aient un contrôle des centres d'extraction des ressources naturelles. Or, lorsqu'un pays comme le Centrafrique vous échappe et que vous n'avez plus que la RDC, avec les velléités panafricanistes naissantes en RDC, il y a de fortes chances que dans les années à venir, vous risquez de ne plus contrôler même ce grand pays qui s'appelle la RDC. Donc, les États-Unis ont fait du Centrafrique une sorte de profondeur stratégique dans leur stratégie au niveau, dans leur approche de ce qu'ils appellent la RDC. Maintenant, le grand problème, ce n'est pas le président Touadéra. Le grand problème, c'est les politiques au niveau de la RDC, qui sont tous incompétents de réflexion souveraine, qui sont incompétents de voir la RDC du point de vue de sa propre souveraineté, de voir la RDC comme un pays qui peut se propulser à partir de lui-même. Les larbins qui sont dans la politique en RDC, c'est eux le grand problème. Et ça fait que tant que les États-Unis ont un pied en RDC, la RCA, ou bien le Centrafrique, devra avoir un œil vigilant sur ce qui se passe en RDC. Et donc, au lieu de discuter avec les larbins, parfois, vous préférez discuter avec leur chef. Et leur chef, c'est les États-Unis. Voilà un peu l'approche du président Touadéra. C'est une approche pragmatique. Ça a été une approche directe, même si on peut lui dire que les colons n'ont pas de couleur. Les colons, eux, ils se comportent comme tels, ils sont des prédateurs. Les colons ne vont pas
s'entourer d'un ensemble de considérations suivant lesquelles tu serais venu discuter avec eux. Nous pouvons donc dire, nous pouvons tirer des conséquences parce que si le président Touadéra, dans son approche diplomatique, il a compris finalement que les colons n'ont aucune considération, il devrait maximiser la piste russe. Et là, le père Simon, il a tout à fait raison. Maximiser la piste russe, c'est maximiser la dotation en matériel de défense anti-aérienne sur le territoire du Centrafrique. Il faut sanctuariser le ciel du Centrafrique. Ça, c'est désormais un impératif catégorique dans le cadre sécuritaire centrafricain. Simon, dans le cas contraire, nous irons dans la rédaction centrale. Oui, le problème, c'est qu'avec ce qui se passe en Centrafrique, là, je suis un peu inquiet parce que c'est que M. Batengene dit, si c'est avéré, je suis inquiet. Vous ne pouvez pas savoir quelqu'un qui, pendant longtemps, a cherché à vous créer des problèmes. Et vous avez quelqu'un comme un partenaire comme les Russes qui sont avec vous. Vous donnez des marchés de vos ressources minières à quelqu'un qui cherche à vous détruire complètement. Moi, je suis inquiet. Le président Touadéra, c'est un mathématicien. Et quand on dit mathématicien, ça veut dire quelqu'un qui est visionnaire. Je suis inquiet quand j'entends Batengene. Si c'est avéré, je vous assure que je suis. Vous ne pouvez pas donner vos sous-sols à des gens qui ont passé tout le temps à vous calculer, à vous foutre le bordel. À un certain moment, il y avait déjà la paix en Centrafrique. Le président Touadéra avait déjà reconquis tout le territoire centrafricain. Je ne peux pas comprendre qu'au moment où il a la même mise sur son territoire, qui donne les ressources minières à des gens qui cherchent à le déstabiliser en permanence. Moi, je suis inquiet. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, il faudrait que les gens commencent à réfléchir sérieusement sur l'avenir d'un pays parce que diriger, c'est prévoir. Merci. Je pense que ce sujet sur la République centrafricaine reviendra probablement demain, peut-être si oui, peut-être un sujet principal. Batengene, le temps pour nous de continuer à investiguer et pourquoi pas d'avoir effectivement des personnes ressources pour mieux faire comprendre à l'opinion africaine ce qui se passe. Quelle sera donc la position du chef de l'État? Alors, quelle serait également la position des combattants que nous sommes? Un tour s'impose à la rédaction centrale. Nous allons aller découvrir ce que la rédaction a prévu pour nous. Le coup d'envoi a été donné le 10 décembre 2023. Les Égyptiens sont appelés à se rendre dans les bureaux de vote de ce 10 au 12 décembre 2023 pour choisir leurs dirigeants. Pour cette année, 4 candidats sont en lice pour la magistrature suprême, dont l'actuel président Al-Sisi, qui a déjà glissé son bulletin dans l'urne, le chef du parti républicain, le peuple, Azem Omar, le chef du parti Ouad, Abdel Sana Yamana, et le chef du parti des démocrates, Farid Zaran. Dans les 27 gouvernorats égyptiens, le vote a commencé dans 11 631 bureaux de vote répartis dans 9 376 centres électoraux. Le scrutin présidentiel se déroule sous contrôle judiciaire total, assuré par 15 000 juges, en plus de la participation de 14 organisations internationales spécialisées dans l'observation des élections. Les résultats définitifs de l'élection à l'étranger seront annoncés en même temps que ceux du vote interne le 18 décembre. Notons que le président Al-Sisi, qui est candidat à sa succession et favori pour cette année, est au pouvoir depuis 2014, date à laquelle il a exercé un premier mandat entre 2014 et 2018, puis un second mandat entre 2018 et 2023. Lorsque la durée du mandat présidentiel a été augmentée par un amendement constitutionnel de 4 à 6 ans. Le nouveau diplomate des Émirats arabes unis, Youssef Al-Ali, a remis la copie figurée de sa lettre de créance le 10 décembre à la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba. Lors de leur rencontre, les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale des deux pays. Ainsi, les échanges
ont porté sur l'axe Ouagadougou-Abu Dhabi. Ces derniers pourraient donc être renforcés dans le domaine de la défense-sécurité, de l'humanitaire, de l'agriculture, des mines, des banques du commerce et de l'aviation civile. De plus, la ministre des Affaires étrangères burkinabé a émis le vœu de voir une application effective de l'accord sur l'exemption de visa pour les Burkinabés détenteurs de passeports diplomatiques et de services afin de leur permettre d'entrer aux Émirats arabes unis sans difficulté. Suggestions et préoccupations que le nouvel ambassadeur émirati Youssef Al-Ali dit avoir pris bonne note et s'engage à œuvrer pour davantage renforcer la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et son pays. Un mandat réussi est donc souhaité au nouveau diplomate qui va présenter ses lettres de créance ce 14 décembre au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Un moyen pour faire peut-être fléchir les nouvelles autorités nigériennes. Si c'est le cas, c'est perdu d'avance. La CEDEAO a décidé de maintenir les sanctions à l'encontre du Niger avec une possibilité d'allègement de ces sanctions si le gouvernement du général Tiani acceptait une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. C'est ce qu'a fait savoir le président de la commission de cette organisation ouest-africaine, Ouma Touré, lors du 64e sommet qui s'est tenu à Abuja, au Nigeria, le 10 décembre. Pour ce dernier, le CNSP a jusqu'au 24 décembre pour indiquer son acceptation de la période de transition. En cas de refus, la CEDEAO indique qu'il maintiendra toutes les sanctions imposées au Niger, y compris le recours à la force. Cette décision de la Commission ouest-africaine est perçue comme nulle et sans effet, car l'on se rappelle que cette dernière avait déjà proféré des menaces pareilles au nouveau gouvernement nigérien juste après le coup d'État du 26 juillet dernier. La CEDEAO avait menacé d'intervenir militairement si un rétablissement de l'ancien président Mohamed Bazoum n'était pas fait. Mais après des mois de mouchardage, avec des sanctions ici et là, la CEDEAO n'a pas bougé le petit doigt voyant sa prédiction très proche si elle avançait d'un seul pas. Car le Niger, avec ses alliés, membres des États du Sahel, dont le Mali et le Burkina Faso, s'était mobilisé et prêt à la guerre s'il le fallait. C'est ainsi que le projet d'intervention militaire était resté aux oubliettes. Le sommet de la CEDEAO du 10 décembre était dans le but de décerner des nouvelles perspectives de restitution du Mohamed Bazoum. Mais elle n'a pas trouvé mieux que de remettre ses anciennes menaces sur la table. Une décision radicale. Le Soudan a donné 48 heures à 15 diplomates émiratis pour quitter son territoire. C'est ce qui ressort d'une déclaration faite par le ministère soudanais des Affaires étrangères, Ali Al-Sadiq, faite le 10 décembre 2023. Cette décision survient après que les hauts gradés de l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan accusaient Abu Dhabi de soutenir son rival, le général Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des paramilitaires des forces de soutien rapide qui gagnent de plus en plus du terrain au Soudan. Notons qu'en août dernier, des responsables ougandais avaient affirmé avoir trouvé des armes dans un avion cargo censé transporter de l'aide humanitaire émiratie à des réfugiés soudanais au Tchad. Les Émirats arabes unis avaient aussitôt démenti. Selon certains experts, les deux belligérants du Soudan bénéficient d'un soutien des pays étrangers. L'Égypte voisine, soutenant le général Burhan, et les Émirats aidant son rival. Rappelons que l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, est en guerre depuis le 15 avril avec les forces paramilitaires menées par son ancien numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo. Ce dernier revendique le contrôle de la plupart des sites gouvernementaux, notamment le siège de la télévision d'État, le palais présidentiel, l'aéroport international de Khartoum et la résidence officielle du chef de l'État, chef de l'armée,
bien que le dirigeant Abdel Fattah al-Burhan revendique également le contrôle de tous ces lieux. Ce conflit a déjà coûté la vie à plus de 10 000 personnes et a engendré environ 7 millions de déplacés internes et externes. Alors, de retour sur ce plateau, nous allons dans quelques minutes procéder à la deuxième thématique de cette édition, la quotidienne. Mais permettez-moi, chers téléspectateurs, de ne pas passer devant ce qui se passe en temps réel. Tout d'abord au Burkina Faso, nous l'annoncions à l'entame de nos propos. Aujourd'hui se célèbre la fête nationale du pays des hommes intègres. Et donc, contrairement aux autres années et suite aux problèmes sécuritaires qui battent leur plan dans cette partie du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré a donc préféré, depuis, pas dans le palais à Ouagadougou, mais depuis effectivement le théâtre des opérations, Ibrahim Traoré s'est donc adressé à la nation. C'était à l'occasion, le message est passé hier, a été enregistré hier, autant pour moi, à l'occasion de la 63e autant pour moi anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Burkina Faso. Alors avec le concours de la réalisation, on pourra avoir un morceau choisi de ce discours. J'irai aussi mettre en garde les valets locaux de l'impérialisme qui sont à l'arrière, ici avec nous, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, de changer de fusil d'épaule. Parce qu'il est temps qu'on arrête et qu'on puisse voir dans la même direction et agir pour que le Burkina puisse recouvrer la paix. Nous n'allons plus dérouler le tapis rouge à ces valets locaux parce qu'il y a un temps à toute chose. Merci, voilà, c'était un morceau choisi du discours du capitaine Ibrahim Traoré. Alors, pour retenir, il parle de ces impérialistes qui, en plus de piller non seulement nos États, en plus justement de nous spolier à travers les valets locaux qu'ils ont mis à la tête de nos États, d'ailleurs, qu'ils considèrent comme étant leur sous-préfecture. Aujourd'hui, donc, attend son paroxysme à nous envoyer un ordre de criminels qui tue hommes, femmes et enfants. Nous supposons que c'est donc l'apogée de l'impérialisme et du néocolonialisme. Le vaillant peuple burkinabé va tout simplement les accompagner dans le déclin qui est donc enclenché avec l'AES. Peut-être un mot dessus, Simon? Quand j'écoute le discours du président du Burkina, je suis très heureux parce que je me dis, enfin, on a des panafricanistes qui vont libérer l'Afrique. Quand j'entends ce discours, je suis vraiment, par rapport à l'Afrique centrale qui est en train de sombrer, je suis très encouragé quand j'écoute le président parler. Je suis très heureux. Il dit encore, si tous les chefs d'État africains pouvaient faire des déclarations comme ça, même les rebelles qui sont cachés dans les forêts prendraient peur et arrêteraient de faire le désordre dans les pays comme ils le font dans les pays africains. Je suis très heureux d'entendre le président parler de cette manière. Et j'encourage tous les autres à prendre les mêmes allures et défendre l'intérêt et l'intégrité territoriale de nos pays africains. La souveraineté surtout. La souveraineté, Batengene, un mot sur ce discours, décor assez spécial pour une journée spéciale. Oui, ça me rappelle quand même que pendant le référendum constitutionnel en Centrafrique, le président Touadéra était dans la ville de Bois. Quand vous connaissez Bois, à l'époque, Bois était un fief rebelle. Tout à fait. Bois a été débarrassé de rebelles. On a vu le président Touadéra aller dans des villes du Nord pour rendre visite aux populations. Il était en tournée, il saluait les populations, le retour à la paix. C'est ça aussi la coopération avec la Fédération Russie. C'est aussi ça l'élan panafricaniste. Quand un pays a un dirigeant qu'il faut, a un dirigeant qui prend fait et cause pour son peuple, eh bien, on a ce genre d'image qui rassure l'ensemble de l'opinion panafricaniste. Alors, une autre actualité, nous le savons tous, même si aujourd'hui c'est une organisation discréditée sur je vais dire à 95% sur le continent africain. Nous parlons de la CEDEAO, qui s'est quand même offusquée à tenir son sommet
le 10 à Abuja, c'est-à-dire c'était hier. Alors, ce qui nous intéresse, c'est vrai que dans l'élément réalisé par la rédaction, on est un peu revenu sur une histoire d'allègement, mais il n'en est rien, parce qu'il faut dire les mots tels quels, il faut que ça blesse. Alors, le CNSP, à en croire, les sous-préfets de la France et j'en passe, exige, ou au moins donne un ultimatum. Je dis bien, s'amuse à donner un ultimatum au CNSP jusqu'au 24 décembre 2023 pour indiquer son acceptation de la période de transition. Alors, aujourd'hui, ils disent qu'en cas de refus, c'est ça qui fait rire, en cas de refus, la CEDEAO maintiendra toutes les sanctions imposées au Niger, y compris le recours à la force. C'est-à-dire, après avoir j'ai envie de dire, commander la paix. Après avoir vouloir acheter la conscience du CNSP et la CEDEAO avec ce financement pour dire lutter contre le terrorisme et face au refus du cadeau empoisonné, aujourd'hui la CEDEAO remonte au créneau avec un pseudo-ultimatum. Batengene. Vous savez, on appelle ça une tempête dans un verre d'eau. C'est-à-dire que c'est une colère qui ne fait même plus peur, même pas à celui qui semble s'en délecter. Non. La CEDEAO ne peut rien faire contre le CNSP. Contre le Déjà Niger, qu'il n'y a même plus, il n'y a plus de CNSP qui vaille simplement. Aujourd'hui, on a l'AES. Et l'AES, dans la charte du Liptako Gourma, s'est constituée en réponse à ce genre de menaces. L'AES a un article qui équivaut à l'article 5 de l'OTAN, des statuts de l'OTAN. C'est-à-dire que si le Niger est agressé, c'est le Burkina et le Mali qui immédiatement sont agressés. Et vous savez que le Mali a un partenariat stratégique avec la Fédération de Russie. Allez voir ce qu'il pourra en découler. Donc, vous avez quelques larbins qui veulent tempester. Vous avez surtout Ouattara. Depuis qu'il a vu Soro. Je tiens à rappeler, c'est l'un des absents du dernier sommet, l'alcoolique Talon et Macky Sall, le trio sanguinaire. Depuis, bon, il n'y a pas de trio sanguinaire. Vous donnez un peu trop d'importance à des villes larbins qui, eux-mêmes, dans leur costume de larbin, savent qu'ils n'ont pas grande valeur. Ils peuvent se battre contre des jeunes désarmés. Vous voyez Talon qui fait arrêter les jeunes panafricanistes dans son pays. Pour avoir osé. Voilà, tenu le discours panafricaniste. Voilà, c'est ça. Si vous appelez ça un sanguinaire, vraiment, vous lui donnez le seul sanguinaire dans la bande, il est en Côte d'Ivoire. C'est le seul vrai sanguinaire. Parce que lui, il a des états de service dans ce métier de bourreau qui sont tels que vraiment, il ferait frémir même le diable. Donc, mais de l'autre côté, vous avez Talon, vous avez Macky Sall. Macky Sall, lui, s'est spécialisé dans la répression des jeunes qui manifestent. Macky Sall est tellement sale que sa maman, même dans ses prémonitions, avait compris que cet enfant serait trop sale. Donc, vous voyez Macky Sall, vous voyez l'autre, le dernier, comment on l'appelle, vous l'avez appelé Embalo. Lui, il se fait peur lui-même. Il invente son coup d'État. Il se fait peur lui-même. Vous voyez Don Quichotte. C'est quelqu'un qui est à la recherche de ses propres malheurs. Il se dit comment je peux les inventer. Et il se fait peur. Il se passe à la télé en disant on m'a fait un coup d'État. Mais lequel coup d'État? Il s'invente ses peurs. Vous n'avez donc aucun personnage là qui soit redoutable. Le trafiquant de drogue, Embalo, qui voyait le grand trafiquant Tinubu, oui, encore, bon, on aurait pu compter sur Tinubu, mais Tinubu, lui-même, il va prendre l'argent pour aller faire même la guerre. Bon, ils disent qu'ils vont sanctionner. Mais c'est la même CEDEAO qui a dit qu'ils vont aider l'AES. Ils ont dit qu'ils vont aider l'AES avec 7 millions de dollars. Cette même CEDEAO menace au lendemain de vouloir faire du mal. Vous voyez que c'est rigolo tout ça. Ça ne sonne pas sérieux. Mais il fallait vraiment de gens comme ça pour nous sortir ce genre de canular.
Hein. Il fallait un Mbalo, il fallait un Talon et il fallait un Macky Sall pour nous sortir ce genre de canular. C'est très rigolo. C'est très amusant. Il n'y a rien de sérieux de ce qui sort là. C'est aussi la preuve que cette organisation est morte. Elle est consciente de sa mort. Maintenant, on est dans l'agitation politique. On est dans le bluff permanent. On est dans l'inconsistance diplomatique. Et on affiche toute cette art au vu et au su de tout le monde. Comme quoi, la honte a fui ses gars. Ils n'ont plus honte. Désormais, ils s'affichent publiquement comme des inconsistants. Ils disent, ce qu'on n'a pas pu faire hier, on va quand même faire semblant de vouloir le faire aujourd'hui. Aucun de ces pays dans les moyens de sanctionner de manière sérieuse le Niger. Vous avez vu que depuis qu'ils avaient levé les sanctions, le Niger a maintenu les sanctions contre le Bénin. Le Niger a maintenu ses conteneurs, parce que les conteneurs, c'est un pont qui relie le Niger et au Bénin. Et ce n'est pas le port de Cotonou que transitaient les marchandises qui allaient jusqu'à Niamey. Mais qu'est-ce que les Nigériens ont fait quand ils ont levé les sanctions? Les Nigériens ont maintenu les conteneurs sur le pont. Ils n'ont pas enlevé. C'est eux qui avaient placé les conteneurs. Ils n'ont pas enlevé les conteneurs. Comme quoi ils veulent dire aux autres de l'autre côté, si vous voulez même l'embargo, on n'a même pas encore commencé l'embargo. Nous, on est encore au début de l'embargo. Donc, il n'y a pas de menace qui vaille, pas de menace sérieuse. Les 700 milliards de francs CFA du Mali qui avait été retenu en 2022. On leur a pas remis ça, mais vous n'avez pas vu le Mali misérable. Le Mali continue sa marche vers l'avant. Le Mali va avoir ses 4 centrales nucléaires bientôt. Le Burkina, c'est pareil. Donc c'est des pays, voilà, c'est des pays qui avancent. Bon, la CEDEAO aboie, mais on dit le chien aboie. La caravane passe. Donc l'AES ne fait qu'avancer. Avancer, d'accord. Pendant que le petit caniche CEDEAO continue ses aboiements. Alors Simon, parlant toujours de ces sanctions, il faut rappeler que la fermeture des frontières avec le Niger provoque une crise sans telle qu'au Bénin où l'activité portuaire est donc à l'arrêt. Et puis également le nord du Nigeria, les commerçants n'ont plus de clients et menacent d'ailleurs d'ouvrir les frontières avec leurs frères du Niger. Ça rejoint l'analyse de Batengene. C'est la CEDEAO, mais ce n'est pas le peuple nigérien. Mais Madame Linda, il faut savoir que plus vous mettez un pays sous embargo, plus vous les rendez puissants. C'est très simple. Regardez le cas du Cuba. Cuba a été mis sous embargo par les États-Unis pendant des années. Mais Cuba est sorti de très très puissant. Regardez les 3 États de l'AES là. C'est qu'ils sont devenus. Avec une prétendue embargo qu'ils ont fait, ça n'a même pas duré. Ils se sont révolutionnés de sorte que ils vont avoir une usine qui transforme l'or, le diamant et tout sur place. Or, ils n'avaient pas ça avant. L'embargo leur a permis de voir au-delà de ce que les gens espéraient. Et quand on parle d'embargo, que sont ceux qui souffrent le plus? Je vous rappelle que c'est le Mali, le Burkina, le Niger qui offraient la viande de bœuf dans tous ces pays. Attends, que sont ceux qui souffrent? Ce sont eux. Ils ont des problèmes, Madame Linda, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils vont se cacher dans un pseudo-colonie qu'on appelle CEDEAO, qui sont payés et entretenus par les Occidentaux. Vous vous attendez à quoi? Hier, ils ont dit, on va faire la guerre sur les trois pays. Oui. Après, ils sont repartis. Intervention militaire. Le Litako Gourma, la charte a été signée. Et aujourd'hui, Kidal a été libéré. La douane, les eaux et forêts sont en train de s'installer à Kidal. Alors, vous parlez de quoi? Dibo récemment au Burkina, victoire de ces forces. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on on leur dit quoi? Moi, je souhaite qu'ils fassent l'embargo sur tous les pays là. Comme ça, ils vont se réveiller le matin et voir qu'il y a même il y a la mer à Bamako. Pensez aux obsèques de la CEDEAO, comme ça a été le cas avec le G5 Sahel. Bien sûr, c'est terminé. Ils sont en train de faire du bruit pour rien. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont tout petits. Les 3 pays les dépassent sérieusement. L'espace aérien de ces 3 pays est inviolable aujourd'hui. Un avion qui est très de passer, ce sont des comment vous appelez les histoires que les enfants fabriquent maintenant? Les trucs là, il y a des appareils là qu'on télécommandés là. Les drones. Les drones. Mais c'est les drones qui vont détruire les avions. Donc, je vous dis que je ne m'inquiète même pas. Ils font le bruit là, ils ne peuvent rien faire. Ils ont faim, ils ont besoin de manger. Ils font ça pour qu'on négocie, pour leur donner un peu. Je sais de quoi je parle. Les pays là qui bavardent, ils ne peuvent rien faire. Ils sont tout petits devant les 3 pays de l'AES.
Merci beaucoup. Alors, pour sortir dans ce complément d'information, vous avez certainement été mis au courant du fameux appel téléphonique. C'est vrai que Netanyahou voulait rencontrer l'ours du Kremlin, mais c'est quelqu'un qu'il faut gérer à distance et ça s'est passé par un appel téléphonique. Et on se rappelle que les États-Unis se sont opposés à l'arrêt du cessez-le-feu, alors que de l'autre côté, Poutine pense autrement. Et Netanyahou, justement, s'est exprimé sur la position de Vladimir Poutine. Pour moi, le criminel de guerre, le boucher de Gaza qui s'appelle Netanyahou, cet homme qui mérite d'être jugé, ses affaires maintenant, c'est comme les affaires d'un chef bandit. Hein. Ça me laisse un peu de marbre. Et moi, je n'attends plus que le jour où l'humanité aura le courage, ou bien certains hommes de droit, certains hommes de justice, auront le courage de faire arrêter ce criminel qui a tué déjà plus de 6 000 enfants à Gaza, qui a massacré plus de 10 000 civils et qui continue ces massacres impunément, qui continue ces massacres en se faisant toujours passer pour un homme respectable. Cet homme, aujourd'hui, n'a de rival qu'Hitler dans l'histoire de l'humanité. D'accord. Aujourd'hui, son rival, c'est Hitler et le roi de Belgique, le roi Léopold II. C'est ces deux rivaux en matière de crimes désormais. Nous l'observons. Nous attendons le jour où il sera appréhendé et jugé conformément au crime qu'il est en train de commettre contre le peuple palestinien. D'accord. Quant à ce qui est de ces échanges avec le président Vladimir Poutine, nous trouvons que le président Vladimir Poutine a fait un énorme privilège de recevoir son coup de fil. D'accord. Normalement, il aurait même dû pour une fois faire ce que Biden veut. C'est-à-dire que l'autre qui est le sénile de Washington avait même la meilleure idée. Il ne faut pas prendre les appels de Netanyahou. Merci beaucoup. Alors, Simon, vu le temps qui nous tient à la gorge, parce que nous devons parler de la deuxième thématique, j'espère qu'on aura l'assentiment de la réalisation pour quelques autres petites minutes pour revenir dessus, parce que c'est aussi une information très capitale qui remet encore au goût du jour l'AES, Simon. Alors, nous parlons de la révolution fiscale qui, à coup sûr, aura lieu, car la fin de la non-double imposition, on va le dire, des entreprises étrangères est donc en cours dans l'ex-précaré français, avec justement la fin de ces régimes à la solde de l'oligarchie babylonienne, fruit de l'impérialisme. Le Mali, le Burkina sont sur la liste de cette décision forte. Madame Linda, il faudrait vous savoir une chose. Les 14 pays du précaré français ont souffert terriblement de cette histoire d'impôt. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un pays vient dans votre... Un pays étranger vient dans votre... Il exploite vos ressources minières. Il exploite tout et tout et tout, ne vous verse aucun impôt et paye tous ces impôts dans leur pays et pourtant ils exploitent d'autres ressources. C'est inimaginable. C'est pour ça que je dis encore une fois, vraiment, je ne sais pas ce qui nous a endormis pendant près de 70 ans pour qu'on reste dans cet état. C'est pour ça que tout le temps, je suis obligé de dire que quand vous rencontrez un pays qu'on appelle la France sur votre chemin, vous tombez dans la souffrance, parce que dans le mot souffrance, il y a France. Il faut sortir de cette histoire-là, par tous les moyens. On ne peut plus continuer comme ça. Vous ne pouvez pas imaginer. Pendant des décennies, quelqu'un est dans votre territoire, il exploite des choses, il paye les impôts dans son pays, il exploite, il transforme tout chez lui, il paye les impôts chez lui, il ne vous verse aucun sou et vous devez même verser 70% de vos revenus dans leur trésor. Si ce n'est pas le gangstérisme, le banditisme, il n'y a même plus de nom pour les qualifier. Donc pour moi, tous les pays africains doivent se rétracter contre la France et les bouter hors de tous les États africains. Pour moi, je ne sais même pas comment les gens peuvent avoir le courage de parler de la France dans un pays africain qui est en train de chercher à s'affranchir. Je me demande si les gens ont mis leur cerveau en mode avion. Il faut sortir de cette histoire. Oh là là. Merci Simon pour cette intervention. Le Standard nous fait savoir qu'il y a Abou d'Angleterre qui est là. Bonjour. Depuis, je vous différence la pionnière journalistique de la révolution panafricaine, les médias et le doyen Simon et M. Padekene, le brillantissime. Une fois que j'ai dit ça, je salue aussi les techniciens, tous les appelants.
En ce qui concerne la problématique d'aujourd'hui, vous savez, cette problématique en entrée, la pénurie du carburant au Cameroun, ça répond au fait qu'il y a une déstabilisation qui est en train d'être préparée. Parce que qui dit carburant, dit aussi le prix, la montée du prix de tous les autres articles dont le peuple a besoin pour vivre. Donc c'est pour provoquer une insurrection de la population camerounaise. Parce que le carburant est au début de la chaîne. Ça dit que à partir du moment où le produit a été transporté à vif prix, le produit, quand il doit être vendu, on rattrape ce prix-là aussi, le prix du carburant. Donc, on verra au Cameroun la montée de tous les prix des articles. Et c'est clair que ça va créer la colère de la population parce que le salaire ne va pas suivre aussi la montée des prix des articles. Quand le salaire n'augmente pas, que le prix des articles augmente, il y a ce qu'on appelle un truc comme on appelle ça même il y a un déficit. Donc ce déficit-là, ça crée forcément des grognes. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qu'on essaie de provoquer. On essaie de provoquer un coup d'État, mais un coup d'État scientifique, comment économique. Je ferme cette parenthèse. Maintenant, je vais au sujet, au premier sujet d'aujourd'hui, qui parle de la Centrafrique. Vous comprenez? Nous, on a toujours dit que le grand Satan, c'est l'Amérique. Et le petit Satan, c'est la France. Donc, on a toujours dit que l'Amérique est celle-là même qu'on doit craindre. Parce que c'est elle qui est au début. La France n'est qu'une sous-traitante. Donc, c'est clair que les Américains, maintenant, veulent faire ce qu'ils ont toujours fait. Ça dit que eux, c'est les impérialistes purs et durs. On a vu l'exemple, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Quand ils arrivent dans un lieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent tout et ils sont capables de tout. Ils ne connaissent pas le partage. C'est cette psychologie-là qu'ils veulent installer en Centrafrique. Ça dit que, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc c'est la même technique partout. C'est le même modus operandi. Il faut ici attendre. Et c'est l'erreur que la Centrafrique pense que il faut leur faire des concessions et ils vont comprendre, ils vont être doux. Non, ils connaissent pas le commerce doux. Ils ont un objectif, c'est ne pas partager et c'est de prendre tout sans discuter avec qui que ce soit et tuer, détruire. Ils n'ont pas, c'est des terroristes nés. Donc il faut un parti de leur psychologie. Comment les États-Unis ont été créés, ils ont tué tous les Américains et ils se sont installés. Et jusqu'à présent, on voit comment ils se sont comportés avec les Américains du Sud. Ils s'appellent Américains, alors que c'est tout un continent. Ils devaient s'appeler États-Uniens. Mais dans leur arrogance, ils s'appellent Américains et les autres, ils les appellent étrangers. Donc, comprenez que c'est ces gens-là, il ne faut pas discuter, c'est ces grands satans et il faut les combattre et on ne négocie pas avec les terroristes. Je vous remercie. C'était M. Abou depuis l'Angleterre. Bye bye from now. Bye bye. De nous suivre et surtout votre fidélité nous honore. Batengene, nous l'annoncions encore à l'entame de cette édition. Des équipes de Pan-African Media sont mobilisées sur le terrain partout où besoin se fait lorsqu'il s'agit d'une Afrique souveraine et unie. C'est le cas donc depuis quelques jours du côté de Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun où il se tient la 3e édition du Pan-African Awards. Et donc depuis quelques jours déjà, des combattants, des frères de lutte n'ont de cesse donc d'atterrir du côté de Yaoundé, qui d'autres par Douala avant de transiter par Yaoundé. Et actuellement, ils sont en train de nous suivre en direct. Alors nous vous passons le salam. Bonjour spécial à monsieur au panafricaniste que l'on ne présente plus, Mwazulu Bayanbanza, voilà, qui est donc allé au musée, je crois que c'était au musée de Branly, c'était en 2020, pour récupérer ce qui appartient au continent africain. L'Africa Museum également l'a senti passer, c'était du côté des Pays-Bas. Et puis Marseille également n'a pas échappé à sa colère face bien sûr au vol du patrimoine culturel africain. Merci à vous, bon séjour au Cameroun et très bonne
bonne célébration du côté, bien sûr, de Yaoundé. Alors, nous revenons avec vous, Batengene, sur la révolution de l'imposition fiscale. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit encore, qu'on le veuille ou pas, nous allons boire de cette eau, que ce soit encore l'AES qui ose? Parce qu'il faut rappeler ici que durant des années, ce sont des pays qui ont toujours été présentés par les médias mainstream comme des pays pauvres, arides, où l'on ne peut faire la culture. Là-bas, ça mange du sable et ça boit de l'eau dans les îlots, alors qu'il n'en était rien. Alors, il faut noter que au fur et à mesure qu'on avance, chaque pays nous fait découvrir quelque chose. Par exemple, il y a des questions, je le dis comme ça parce que il y a une actualité aujourd'hui, un grand focus de panafricanisme sur les pays de l'AES. Mais il faut noter une chose. Par exemple, il y avait une question, on appelait ça le décanat. Personne ne connaissait ce qu'on appelait le décanat. C'est au Centrafrique qu'on a découvert qu'il y avait une affaire qui s'appelait décanat, c'est-à-dire que le gars l'ambassadeur de France était toujours le doyen dans le pays. Ça a été cassé. Aujourd'hui, la convention sur la non-double imposition, c'est une convention qui a été signée depuis les indépendances, par exemple à un pays comme le Niger. Cette convention prévoyait quoi? Ça prévoyait que les entreprises françaises, mais également les entreprises nigériennes, parce que c'était vice-versa, les entreprises nigériennes ne pouvaient pas être doublement imposées. Il y avait l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus, il y a également les déclarations, je crois, sur les taxes, sur le timbre, voilà, le timbre. Donc, ces impôts ne pouvaient pas être pratiqués dans les deux pays. C'est-à-dire que si l'entreprise est française, elle est immédiatement, il y a des retenues au niveau de la France, et au niveau du Niger, il n'y a pas de retenue. Au niveau du Niger également, si l'entreprise est nigérienne, au niveau de la France, elle n'a pas de retenue. Sauf que, regardez à quel point c'est subtil. On vous fait croire que c'est un système réciproque, mais le Niger n'a pas de multinationale qui exploite le marché français. Donc le Niger, carrément, c'est une mesure cosmétique pour le Niger. Le Niger voit juste un dispositif qui existe, qui potentiellement pourrait lui servir, mais il n'y a pas d'entité économique qui pourrait en bénéficier au niveau du Niger. Et, à contrario, au niveau de la France, les entreprises françaises déferlent sur le marché nigérien. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces entreprises ne payent pas les impôts. L'impôt sur les sociétés. Vous savez que l'impôt sur les sociétés, c'est normalement l'impôt qui permet le plus à l'État de capter dans les revenus de l'entreprise. Je crois que c'est 31% du bénéfice qui est taxé au Cameroun. Donc, quand vous avez l'impôt sur les sociétés que vous ne pouvez pas percevoir carrément, c'est la richesse même, les bénéfices de cette entreprise que vous ne pouvez pas taxer. Donc, vous vous contentez maintenant de mettre aux taxes, par exemple de la TVA, de taxes qui ne sont pas assez consistantes, c'est ce que vous retenez. Et l'essentiel du bénéfice n'est pas taxé, l'essentiel du bénéfice repart en France. C'est donc un mécanisme qui a été cassé par le Mali et par le Niger. Pendant ce temps, il y a un phénomène qui est quand même amusant. La France n'a même pas eu le courage d'aller enlever ces conventions sur le site du ministère des Finances français. Quand vous allez sur le site du ministère des Finances français, surtout la direction des impôts, vous allez trouver encore les deux conventions qui sont là-bas. Ils disent que les conventions sont actives. Comme quoi, la cassure par la lettre, le communiqué conjoint qui a été signé dernièrement par le Mali et le Niger, la France continue à faire un bras de fer. Mais c'est un bras de fer inutile. Parce qu'en fait, à partir du moment où ça a été dénoncé par les deux pays, quand les entreprises françaises, ou bien les entreprises françaises qui sont déjà là-bas, elles vont simplement être taxées à la fin de l'année, comme toutes les autres entreprises. Mais nous aurions même souhaité voir quelque chose, avoir un effet rétroactif de la loi. C'est-à-dire qu'on leur rappelle que, bon, comme par exemple Orano, vous êtes là et que Areva n'avait pas payé l'impôt sur les sociétés, on vous fait donc la comptabilité, un redressement fiscal. Voilà. Et avec le redressement fiscal, c'est le moyen même le plus facile de récupérer la souveraineté de ces entreprises. Merci beaucoup. Simon, je sais que votre programme est assez chargé, donc nous allons vous libérer avec votre mot pour la fin. Le temps pour le Dexport de se rapprocher du plateau central. Oui, en réalité, je suis très heureux d'avoir assisté à une émission comme celle-ci parce qu'on a réussi à échanger beaucoup de choses, à
a conscientisé beaucoup d'Africains sur certains pans de l'histoire qui nous a retenus comme des prisonniers. D'autant plus que quand les gens viennent en Afrique, c'est pratiquement pour nous faire de nous des esclaves. Ils ont simplement modernisé l'esclavage. Ils ont fait en sorte que nous sommes des esclaves consentants, mais il est temps qu'on se retraite et qu'on devienne des gens libres dans tous les pays africains. Merci encore une fois de m'avoir invité. Merci, c'est nous qui vous disons merci pour cette brillantissime prestation. C'est toujours un plaisir de vous avoir et encore merci, je le dis ici à Mondio Vision. Merci pour votre temps, merci pour votre expertise. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. 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 De retour sur ce plateau, c'est bien sûr le dernier stop consacré à la quotidienne du lundi au vendredi. Si vous nous rejoignez à l'instant, retenez-le. La chaîne de télévision, c'est bien sûr Pan-African Media. Le meilleur slogan et surtout logo qui puisse exister, c'est pour une Afrique souveraine et unie. Et donc, nous sommes ensemble tous les matins entre 8h, heure d'Afrique centrale, 7h, heure d'Afrique de l'Ouest, et ce, aux alentours parfois d'un peu plus de 10h. Nous nous sommes permis cela avec la permission de la magnifique équipe technique de l'autre côté. C'est donc l'heure du sport avec Mégane Fabiola Ndombe. Bonjour. Et bonjour à nos chers téléspectateurs, bonjour également à nos chers panélistes. Alors aujourd'hui, nous parlerons encore de sport, de foot. C'est à croire que parfois, c'est la seule discipline sportive qui existe sur cette terre. Pourquoi est-ce que le foot est imposé? Bon, c'est une parenthèse, tu peux dire un mot dessus. Hein. Non, c'est juste que c'est populaire et c'est le sport le plus suivi en Afrique, bon, dans le monde. Sauf que je connais un mec, il donne un KO, il se fait la malle. Ouais. Alors, en revenant aux choses sérieuses, nous parlons au Cameroun du championnat MTN Elite One, clap sur la 11e journée. Oui, Linda, dédié, les stades camerounais ont vibré au rythme de la MTN Elite One ce week-end. Ce championnat, cette journée a commencé le samedi 9 pour se terminer le dimanche 10 décembre 2023. Des matchs au programme ont été très riches en victoires, mais aussi des défaites à l'estade APGS de Fou qui a été étrié par Yossa 0-4. Cette défaite du club du président Léon Aimé Zang est la deuxième car lors de la 10e journée, ce club a toujours perdu contre Fovu de Bahama 0-1. En dehors de cette défaite qui interpelle, nous avons aussi le club de Dynamo de Douala qui a concédé à sa deuxième défaite ce dimanche contre Astre de Douala. Mais cette défaite de Dynamo n'a pas touché son titre de leader du groupe A, comme vous pouvez le voir sur le tableau de classement et les résultats des autres matchs qui ont eu lieu. Alors, nous allons rester dans le football avec le Ballon d'Or Cameroun 2023. Vous nous dites que les 8 nominés sont connus. Ah oui, évidemment, Linda, ils sont connus, ces joueurs-là qui ont marqué 2023 grâce à leur talent. Sur la liste de ces nominés, nous avons Shea Malone qui a marqué de son empreinte le championnat la saison dernière. Du nombre, nous retrouvons également Lionel Ateba de PWD, Apam Mozaroum de APGS, Patient Wassou de Coton Sport, Junior Kemazou de Bamboutos, Avom Ebang de Fauve Azur et Zanga Aïssi André de Aigle de la Ménois ainsi que
Emmanuel Maop. La cérémonie de ce Ballon d'Or se déroulera le 16 décembre 2023 au Palais de Congrès de Yaoundé. CAF Award 2023, vous nous dites que le jour tant attendu est arrivé. Oui, Linda, l'événement est prévu pour ce 11 décembre 2023 au Maroc. La CAF dévoilera lorsqu'il sera 19h heure locale du Maroc, bien sûr, le vainqueur du 55e Ballon d'Or africain. Les finalistes pour la plus prestigieuse récompense individuelle africaine sont l'Égyptien Mohamed Salah qui évolue en Liverpool, le Marocain Achraf Hakimi qui évolue au PSG et Victor Osimhen, le Nigérian qui évolue à Naples. Du côté des féminines, nous avons la Nigériane Assissat Oshoala qui évolue à Barcelone et qui est la favorite. Nous avons aussi la Zambienne Barbara Banda et de la Sud-Africaine Thembi Gatlana. Oui. Faut pas écorcher le nom, hein. Parce que le mien, je vois des gens parfois m'appeler Pout, pourtant c'est écrit F-O-U-T-H. Voilà. À l'époque, d'aucuns m'appelaient Déby. Déby, je disais non, c'est Ndédi. D'autres allaient un peu plus loin, ils disaient même Linda Déby. C'est Inda Déby, c'était pas Linda Déby, voilà. Pour sortir, il faut pas écorcher les noms des uns et des autres. Et puis, nous avons le basketball, Gorgui Sy-Dieng, qui annonce sa retraite internationale. Oui, c'est officiel, le Sénégalais Gorgui a raccroché les baskets à 33 ans après 10 ans sur le parquet de la NBA. L'ancien capitaine sénégalais qui a évolué pour les Spurs de San Antonio met ainsi un terme à sa carrière professionnelle après avoir disputé une saison au cours de laquelle il a pris part à 31 rencontres. 31 rencontres. Une rencontre, autant pour moi. Mais il faut noter qu'après avoir arrêté sa carrière, il n'a pas eu le temps de chômer parce que le général manager de San Antonio, Brian White, lui a confié un rôle dans le staff des Spurs. Gorgui occupe désormais le poste de représentant des opérations basket. Cela veut dire qu'il va s'occuper de faire le pont entre l'équipe professionnelle, le staff, mais aussi de la direction. Merci beaucoup à vous, Fabiola Ndombe. En complément d'informations, ce sera comme ça désormais, sortir de l'Afrique centrale, sortir du Cameroun, parce que le sport, c'est pas qu'une affaire du Cameroun. Donc, je vais vous aider là-dessus. Et nous allons commencer directement avec une très bonne nouvelle. Je me demande bien si ça se réalisera. C'est avec les Fennecs, c'est l'équipe d'Algérie qui affrontera le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola au premier tour de la CAN, prévu donc en Côte d'Ivoire. Ce sera du 13 janvier au 11 février prochain. Ce qui se passe, c'est que, selon les informations et investigations, le Togo est le pays choisi par cette équipe pour se préparer pour la CAN. Il faut travailler dessus, on espère avoir ample information là-dessus demain. Et maintenant, au niveau du foot féminin au Congo, ça bouge aussi. Donc, pendant que ça chauffe au Cameroun et un peu ailleurs, au Congo, il est important de le dire à tout le monde que les voyants sont au rouge. Parfois ça va bien, parfois ça va mal. Les voyants sont au rouge. En lisant justement sur les visages des footballeuses du Congo-Brazzaville qui se portent tout ou presque comme un charme. Et pourtant dans les cœurs, la douleur est à la mesure des contre-performances imputables aux conditions de travail. Peu habitués à ce genre d'exploit, les Congolais revêtent tout de même d'une sorte de remontada face à la Tunisie en match retour des éliminatoires de la 15e édition de la CAN qu'accueille le Maroc en 2024. C'est très important, Fabiola. Donc, vous nous garantissez que le Dexport se mettra véritablement au sport pour le sport? Oui. Merci. Ne vous en faites pas. Batengene, stop et fin pour aujourd'hui. On se dit demain. Assalam.